Bonjour à tous, bienvenue sur l'Actu Matin. L'actualité ce matin est essentiellement dominée par l'information liée au tirage au sort pour la constitution des groupes de confrontation dans le cadre de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations pour sa version Maroc 2025. Les Guépards du Bénin connaissent depuis hier donc leurs adversaires de groupe. C'est une affaire de félins dans le groupe D, avec des Guépards qui ont deux anciens comptes à régler. D'abord avec les Lions indomptables, les Lions de la Teranga du Sénégal. Leur tombeur en quart de finale en 2019 en Égypte, vous vous rappelez certainement. Et les Léopards de la République démocratique du Congo qui leur avaient barré la route lors des éliminatoires de l'édition suivante. Nous ferons donc un large tour d'horizon de cette actualité lors de la page d'espoir, notamment avec Candide Rouentor et Memo Couton, tous deux. Chroniqueur sportif, Memo Couton sera plutôt au téléphone, notre traditionnel consultant en matière de football sur ce plateau. Lors de nos débats, nous allons discuter autour du sujet qui ne quitte pas l'actualité. C'est devenu un serpent des mers à l'approche de la fin d'un régime. Patrice Talon, en dépit de l'assurance qu'il a donnée, est toujours soupçonné de préparer activement un troisième mandat. D'ailleurs, la Cour constitutionnelle a été sollicitée à cet effet par un compatriote. La une des journaux va vous dévoiler son identité tout à l'heure. Mais surtout, dans un contexte comme celui-là où des acteurs majeurs des partis qui soutiennent son action ou ses actions promeuvent l'idée sans aucune inquiétude, alors même que rappeler l'affaire de mandat unique a posé un problème dans ce pays par le passé. En tout cas, nous ferons le débat. Bienvenue à tous. Voici la une des journaux. On va ouvrir avec Fraternité. CAN Maroc 2025, bataille de félins pour le Bénin, des retrouvailles de la jungle avec les Lions du Sénégal et les Léopards de la RDC. Premier contre les Zèbres du Botswana. La composition complète des 6 groupes dévoilés par Fraternité. Et puis le deuxième titre qui a intéressé le quotidien ce matin, affaire Steve Moussou au Bénin. Le procès de nouveau renvoyé, cette fois-ci au 10 mars prochain. Matin les politiques, talons éligibles en 2026, c'est une question. En tout cas, la Cour invitée à trancher. Et puis, Bénin, ouverture de cliniques par des particuliers. On donne le secteur en pâture. C'est l'avis d'un concitoyen proposé donc par Matin Libre ce matin. C'est plutôt une avancée, contredit un autre. La décision du gouvernement est diversement appréciée. Retient le quotidien. Voici Dynamisme Info chez vous. Prétendue nouvelle république générée par la Constitution de 2019. L'éclairage juridique de la Cour constitutionnelle sollicité. Info Matin. Tirage autour de la CAN 2025. Les Guépards peuvent-ils renouveler l'exploit de 2019 Nouvelle économie, Bénin, loi de finances 2025. Les dépenses sociales dans le budget 2025 vues, lues et expliqué par des sachants. L'informateur, pour continuer, conflit entre le Rwanda et la RD Congo, le Bénin très préoccupé. Le matinal, polémique sur la création d'une nouvelle république, l'avis de la Cour constitutionnelle est sollicité. Nous sommes avec Décryptage Info, Santé publique, 1,61 milliard de francs CFA pour la transformation numérique des hôpitaux. Et puis, le quotidien Nokwe, tiré au sort du Maroc, CAN Maroc 2025, le Bénin logé dans le groupe D avec le Sénégal, la RD Congo et le Botswana. Nous passons à Le Chasseur Info, projet introduction numérique dans l'éducation, 51 collèges dotés de salles numériques équipées. Dabarou, après l'attaque du point triple Bénin-Niger, Burkina Faso, l'armée béninoise met en place de nouvelles stratégies. Voici Fraternité pour la deuxième lecture. CAN Maroc 2025, bataille de félins pour le Bénin. Des retrouvailles de la jungle avec les Lions du Sénégal, les Léopards, la RD Congo. Une première contre les Zèbres du Botswana. La composition complète des 6 groupes dévoilée, révélée, analysée par Fraternité dans sa production de ce mardi matin. Et puis affaire Steve Moussou au Bénin, le procès de nouveau renvoyé, cette fois-ci, au 10 mars prochain.
Voilà ce qu'on peut retenir donc de la une des journaux. Vous l'aurez compris, l'actualité qui domine les quotidiens, en tout cas à leur une ce matin, c'est relatif à ce tirage au sort qui permet de constituer les groupes devant, je dois dire, s'affronter pour la CAN. Maroc 2025 prévu pour démarrer en décembre prochain. On reviendra sur cette actualité-là tout à l'heure quand on fera l'escale des sports avec Candide Roureton. Pour l'instant, on va passer au bulletin de l'information avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour chers amis téléspectateurs. Séance de travail entre la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et la communauté internationale universitaire de Parakou. Et Léonard Yael Adeka est allé s'imprégner du bilan de gestion de la première mandature de l'équipe directorale. On vous fera un petit point. Un petit point également, notamment avec les images de la rentrée économique du secteur privé au Bénin. La rencontre entre les différentes chambres consulaires a mis l'accent sur l'importance d'une synergie renforcée entre les acteurs économiques du Bénin. On vous en dira de plus amples mots tout à l'heure. Voici le bulletin. On va parler éducation. Florence Bossa, on s'en va à Parakou. Là-bas, la ministre Eleonore Yael Adeka, elle est en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elle a été accompagnée de la ministre conseillère Sedami Medega Fagla. À eux deux, elles ont effectué cette visite-là à l'université d'Abomey-Calavi. Oui, Tanguy. De Parakou, pardon. Oui, Tanguy, la visite, elle s'inscrit dans le cadre de l'évaluation de la première mandature de l'équipe rectorale. La rencontre s'est tenue à la salle de l'université de Parakou le vendredi dernier avant de se clôturer par une visite du site Bakar de l'université de Parakou. L'événement a réuni la communauté universitaire, notamment le recteur, ses adjoints, les doyens, les enseignants, les étudiants et le personnel administratif. Epiphane Chabi. Des acclamations bien nourries pour saluer les nombreuses réalisations de l'équipe rectorale de l'université de Parakou dirigée par le professeur Bertrand Sobossi. Ce vendredi 24 janvier 2025, Eleonore Yael Adeka, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et sa collègue ministre conseillère, Sedami Medega Fagla ont eu le privilège de s'enquérir des efforts fournis par le recteur, ses adjoints et ses collaborateurs dans la mise en œuvre des réformes du gouvernement dans ce sous-secteur de l'éducation. Un bilan longuement salué par les étudiants, enseignants, personnel administratif, technique et de service et l'ensemble des autres membres de la communauté universitaire. Après ce tour d'horizon non exhaustif des principales actions menées, comment ne pas être heureux de souhaiter la bienvenue à vous, dont le style managérial est fondé sur une démarche d'écoute et un entrelacement des chemins de la science. Bonne collaboration avec les enseignants, leur implication active dans la gestion des affaires courantes de l'université, la valorisation des recherches scientifiques et autres initiatives des enseignants, la facilitation des processus administratifs aux étudiants et l'amélioration subséquente de leurs conditions d'études, ce sont là entre autres réalisations présentées par le recteur de l'université de Parakou. Des réalisations qui ont réjoui la ministre Eleonore Yael Adeka. Je voudrais vous féliciter l'équipe rectorale et l'ensemble de toute la communauté à travers ce bilan que le recteur a bien voulu présenter et de façon très pédagogique. Je voudrais à la suite de cela également me permettre de féliciter tous ceux qui vous ont aidé à faire ce bilan. Tout doit se faire de façon harmonisée. Personne ne doit laisser son travail, sa mission, pour aller chercher à faire la mission de quelqu'un d'autre. Après ce bilan élogieux, la délégation ministérielle et l'ensemble de l'équipe électorale ont procédé ensuite à la visite du site de Bakar, destiné à accueillir la nouvelle université de la ville de Parakou. Symbole des efforts conjoints pour le développement durable des infrastructures universitaires dans notre pays.
Direction dans le département du Koufo, le porte-parole du gouvernement était le week-end écoulé dans la commune de Dogbo. À l'invitation d'un fils du terroir, Wilfried Léandre Mbedi est allé échanger avec la jeunesse de la localité sur l'usage qu'il faut désormais faire des réseaux sociaux pour ne pas tomber sous le coup de la loi. Et pour l'occasion, des sujets d'actualité ont été abordés au cours de cette séance qui a eu lieu à la Maison des Jeunes de Dogbo. Bonassis à l'Océan Florent Dou. Ce que les gens sur les réseaux sociaux ne font pas. Les réseaux sociaux, un espace de liberté ou une source de manipulation de la jeunesse. C'est sur ce groupe de mots que le porte-parole du gouvernement planche ici devant une foule de jeunes gens et de femmes de la commune de Dogbo sur initiative de ce monsieur. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'intoxications qui circulent sur les réseaux sociaux à tout moment. Il y a beaucoup d'informations, il y a de désinformations. Et même entre nous jeunes, si nous faisons les lui pour vous, par exemple, nous ne connaissons pas les sanctions. Au cours d'une séance participative, aucun aspect du sujet n'a été occulté, surtout celui concernant le partage des informations sur les réseaux sociaux. Déjà, ne partagez pas parce que vous avez vu sur les réseaux. Vous partagez si vous êtes convaincu, si vous avez vérifié. Il y a ce qu'on appelle les sources d'information, les sources officielles. Ah, j'ai vu telle chose. Peut-être que ça implique le commissariat. Vous êtes ici. Rien ne vous empêche d'aller voir le commissaire. Mais si vous partagez, c'est que vous êtes responsable de ce que vous partagez. Responsable devant la loi et tout ce qu'elle prévoit en cas de délit. Et derrière ce thème central, l'assistance constituée de plusieurs couches socio-professionnelles est revenue sur bien d'autres sujets d'actualité. D'abord, la question d'un troisième mandat de Patrice Talon qui agite encore l'opinion publique. Si le débat n'est pas ici, il n'a en revanche connu aucune ride autour de la genèse de la réforme sur le droit de grève au Bénin. Plus loin, le porte-parole de l'exécutif y est allé avec une anecdote. L'un des syndicalistes lui a dit, Monsieur le Président, vous ne voulez pas signer? Il dit, je ne signe pas moi dans cette question. Vous allez céder bientôt. Quand il va en mourir dans les hôpitaux, vous allez céder. Et le président dit pardon. Il dit oui. Quand il va en mourir dans les hôpitaux, vous allez céder. Enfin, l'extrémisme violent avec les attaques terroristes que le Bénin a essuyées ces derniers temps. À ceux qui proposent des journées de deuil national suite à l'attaque du 8 janvier dernier, Wilfried Léandre Mbedi trouve que ce n'est pas opportun. Le meilleur hommage qu'on puisse rendre à ces martyrs, a-t-il insisté, c'est de poursuivre avec les investissements afin de mieux équiper les forces de défense et de sécurité. Et pour finir, Tanguy vous l'annonçait dans les titres, le secteur privé béninois a tenu en fin de semaine écoulée la 3e édition de sa rentrée économique. Occasion pour les différentes chambres consulaires du Bénin, les organisations patronales et les organisations du secteur privé de se réunir pour relancer les initiatives et projets du secteur économique pour le compte de l'année 2025. Cette rencontre annuelle s'est déroulée cette année sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou et a connu la participation active des différents acteurs impliqués. Reportage. Les ambitions restent les mêmes pour ces différents acteurs ici réunis pour trouver des solutions innovantes pour le rayonnement du secteur privé béninois. Ils veulent continuer à bâtir un secteur privé fort, compétitif et capable de jouer un rôle majeur dans le rayonnement économique du Bénin sur la scène internationale. Ceci à travers cette plateforme d'échange et de réflexion en vue de poser les bases du développement économique pour le compte de la nouvelle année. L'année 2025 s'annonce pleine de nouvelles opportunités, mais aussi de défis à relever. Ensemble, avec détermination et une vision partagée, nous pouvons continuer à bâtir un secteur privé fort, compétitif et capable de jouer un rôle majeur dans le rayonnement économique du Bénin sur la scène internationale. Il est donc nécessaire pour le secteur privé d'opter pour une synergie d'action afin de relever les différents défis au cours de cette année 2025. Nous devons garantir que chaque artisan dispose des compétences adaptées aux exigences modernes tout en valorisant les savoir-faire traditionnels.
la mise en place de centres de formation performants en partenariat avec des institutions spécialisées est une priorité. Comme deuxième axe également, c'est de faciliter l'accès au financement. Sans l'agriculture, pas de transformation artisanale, ni industrielle, ni commercialisation. Sans investissement et d'emploi, pas de production agricole, artisanale, industrielle, ni de compétitivité, encore moins de performance. Il nous faut donc déployer une solidarité exemplaire et volontaire entre institutions du secteur privé marchand et faire le choix des actions hardies pour booster confortablement l'économie béninoise. Au cours de cette rencontre, l'assistance a eu droit à 2 différentes présentations, notamment sur le climat des affaires et les perspectives de l'année 2025 sur la vitalité des entreprises. 2 différents panels axés sur plusieurs pans des réalités entrepreneuriales ont aussi été animés. Un premier sur l'entrepreneuriat féminin et un deuxième sur le modèle d'entrepreneur béninois pour une croissance économique inclusive. Tanguy, c'est la fin du bulletin d'information. Merci beaucoup pour la présentation justement de ce rendez-vous de l'information par la fenêtre de la rédaction de Canal 3 Bénin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à la page des sports. Voici donc Sport Matin. Retour en plateau pour l'actualité des sports ce matin. Candidat Mourata, bonjour. Tanguy, bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. Allez, on connaît l'actualité depuis hier soir. Hein? On a une idée désormais de la physionomie des différents groupes pour disputer la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations pour s'inverser Maroc 2025. Et pour en parler tout au long justement de cette rubrique Sport Matin, on a notre consultant habituel en ligne, Memo Coton. Memo, bonjour. Merci. Merci beaucoup d'avoir décroché notre appel ce matin. Candide, c'est l'actualité sur la planète foot depuis hier. La Confédération africaine de football a procédé donc ce lundi au tirage au sort de la phase des groupes. Le Bénin est fixé pour la compétition. Oui, les Guépards du Bénin héritent du groupe D avec une compagnie des Lions de la Teranga du Sénégal, champion d'Afrique de 2021 qui signe leur, bien entendu, 18e participation. Il y a aussi les Léopards de la République démocratique du Congo, demi-finalistes de la précédente édition en Côte d'Ivoire qui signe ici leur 21e qualification. Et puis le Botswana pour finir, qui fera sa 2e apparition à la Coupe d'Afrique des Nations. Le Botswana qui d'ailleurs n'a jamais franchi l'étape de la phase des groupes. Tanguy, pensez-vous que le Bénin, que pensez-vous justement du groupe des Guépards du Bénin? Je crois que c'est un groupe de bon niveau, en tout cas pour les Guépards, au regard de leur parcours, de leur expérience de cette compétition. Même si je dois dire, avec les 2 premiers importants adversaires, le Bénin a quelques comptes à régler. Oui. Un premier compte à régler, notamment avec les Lions de la Teranga, qui les avait sortis en quart de finale en 2019. Et la RDC aussi, qui nous avait barré la route. Mais je vais poser la question à Memo Couton. Memo, première impression par rapport justement à la physionomie du groupe D. Le Bénin ne pouvait pas avoir un groupe aussi ouvert et puis abordable au cours de cette compétition. Parce que pour moi, c'est rien n'est encore joué. Quand vous qualifiez parmi les 24 nations sur les 52 ou 53, c'est que vous êtes à même quand même de faire quelque chose. Et quand vous rencontrez n'importe qui, c'est quand vous êtes à cette étape, c'est que vous devez rencontrer n'importe qui et vous valez tout le monde. Même si quand on prend la valeur intrinsèque de chaque équipe, on sait qu'il y en a qui sont au-dessus. Et vous l'avez dit tout à l'heure dans vos propos introductifs que c'est un groupe assez bon pour le Bénin. Oui, le groupe est assez bon pour le Bénin. Je pense que le Bénin a quelque chose à montrer au cours de cette compétition face à ses adversaires. Et ça va être pour le premier match face au Sénégal. Candide, quelques avis déjà? Quelques avis déjà sur le groupe des Guépards du Bénin. Je pense que c'est un groupe abordable pour les Guépards, pour les hommes de Kenneth Croc qui signent leur retour en Coupe d'Afrique des Nations et qui tombent justement
sur le Sénégal champion d'Afrique de 2021, la République démocratique du Congo aussi qui est demi-finaliste de la précédente édition. Quand on regarde un peu sur papier, ces deux nations sont largement au-dessus du Bénin parce que quand on regarde la République démocratique du Congo qui fera sa 21e apparition et puis le Sénégal qui fera sa 18e apparition et un petit pays qu'on appelle le Bénin qui fera seulement sa 5e apparition à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur papier, ces deux nations la patte d'office favori devant le Bénin, mais quand on regarde un peu le parcours et quand on regarde un peu les dernières confrontations entre ces pays-là, notamment j'en veux pour preuve ce match-là qui a été joué ici au stade de l'amitié général Mathieu Kékou de Cotonou face au Lion de la Teranga du Sénégal où ce joueur-là, Rachid Mouini, a permis au Bénin de prendre un point face au Lion de la Teranga du Sénégal malgré la force dans le temps des Guépards du Bénin et aussi le niveau du groupe qu'avaient les Lions de la Teranga du Sénégal, des joueurs qui évoluent dans les championnats les plus huppés chaque week-end, des joueurs qui jouent presque toutes les minutes. Et quand on regarde le Bénin, on a des joueurs qui tâtonnent un peu du côté de leurs différents clubs. On ne joue pas forcément même 50 minutes sur les 90 minutes et tout, mais le Bénin a réussi dans le temps à quand même prendre un point face. Mais c'était à domicile, il ne faut pas oublier le match aller où on a eu 3 gifs et qu'on est rentré. Je pense qu'à domicile, il y a eu l'apport du public, il y a eu aussi cette synergie, cette rage de pouvoir prouver au peuple béninois que malgré les déceptions, on peut quand même rendre fier le Bénin, on peut quand même faire quelque chose pour quand même hisser le Bénin, pourquoi pas. Dans l'histoire, c'est ce qu'a fait le Bénin ici au stade de l'amitié générale Mathieu Kékou de Cotonou face à la République démocratique du Congo. D'aucuns me diront, sinon plus d'un, moi je le sais que ce sont des joueurs qui évoluent dans les championnats les plus huppés, mais après, sur le terrain, ça sera autre chose. On a vu le Bénin face au Nigeria récemment au stade Félix Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire arracher un nul. N'eût été justement ces erreurs, ces quelques failles là, sinon le Bénin aurait pu prendre les 3 points face aux Super Eagles du Nigeria. Je pense que le Bénin aujourd'hui est en train de prouver quelque chose avec le sélectionneur Gernot Rohr qui a su imposer sa marque, qui est en train de rajeunir un tant soit peu l'équipe, en train de rafraîchir le groupe. Mais après, au-delà de ça, il faudra continuer sur la même lancée. Il faudrait que nos joueurs aussi arrivent à mieux s'imposer en club, plus glaner beaucoup de temps de jeu et poursuivre sur cette même dynamique. Et jusqu'en décembre 2025, on aura à prouver de quoi. Vous êtes très optimiste hein, quand on vous écoute. Pourtant, l'art des Congo, c'est quand même un habitué de la CAN. Je crois demi-finaliste de la dernière édition. Le Sénégal, 4 finalistes de la dernière édition, sortis, je dois dire, sur le fil du rasoir à Abidjan. Quand on se rappelle un peu quand même que le Sénégal, c'est quand même au moins un titre à ce stade de la compétition-là. Il faut bien avoir peur, non? Plutôt que d'être aussi rassuré comme vous. Non, on n'a pas besoin d'avoir peur. Je l'avais dit, au-delà d'être optimiste, j'ai la ferme conviction que le Bénin ne fera pas piètre figure au cours de cette compétition. Écoutez, Tanguy, on connaît le tout premier adversaire, c'est bien entendu le Sénégal. Et on se rappelle également, Candide vient de le rappeler, on se souvient de nos confrontations, et la dernière c'est à Amiens, on se rappelle encore dans les journées FIFA où le Bénin a été battu 1-8-0, une belle première mi-temps face aux champions d'Afrique d'alors et au vice-champion d'Afrique, je vais dire, ou bien au précédent, parce qu'on a joué les deux champions d'Afrique. Mais après, écoutez, après il y a une erreur et puis c'est sur un penalty que le Sénégal nous arrive à nous gagner. Et puis, vous voyez le contenu, depuis un moment, le Bénin arrive à mieux négocier les grandes équipes. On a joué le Nigeria également, dans l'ordre des éliminatoires, on continuera pas à les jouer. On a vu notre comportement. Le sélectionneur national est en train de mettre quelque chose en place, comme l'a dit Candide. Et puis, si la dynamique reste la même, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Le danger serait plutôt d'avoir peur et de jouer les freins à main, la tête dans le guidon et puis ne pas respecter les consignes. Après, vous l'avez rappelé que nous avons des comptes à rendre avec la RDC. La RDC également qui est en train de faire de très belles choses avec le Français Sébastien de Sable qui est à la tête de cette sélection depuis quelques années. Et puis ils sont en train de faire un parcours pas sans faute, mais un parcours impressionnant. Ouais, très intéressant. Vous l'avez également dit, oui, ils ont été demi-finalistes de l'édition dernière. Lors des éliminatoires, ils ont encore fait un parcours très beau. Et donc, quand vous avez ces adversaires qui sont quand même d'un cran haut niveau, ou bien
que vous arrivez à connaître un tout petit peu, c'est que vous savez sur quoi vous basez. Moi, j'ai plutôt peur pour le petit poussé du groupe, c'est-à-dire le Botswana qui est à sa deuxième participation. Ces équipes sont vraiment difficiles à jouer. Ces équipes que vous ne connaissez pas, c'est que vous ne les découvrez que sur le terrain. Le sélectionneur peut citer, il peut chercher à voir les vidéos, mais en réalité, c'est que c'est des équipes qui d'abord ont une culture de l'Afrique australe. Et quand on parle de la culture du football de l'Afrique australe, c'est que vous retrouvez le Zimbabwe, c'est que vous retrouvez l'Afrique du Sud, c'est que vous retrouvez la Zambie, ces pays-là, et vous les reconnaissez. Même le Mozambique, ils ont un football anglo-saxon et qui est un peu typique à la zone, parce que tout le monde a copié ce qui se passe dans. Donc moi, j'ai plutôt peur de celui qu'on ne connaît pas. Mais celui qu'on connaît, le sélectionneur a déjà son plan. Et après, d'aujourd'hui à décembre, beaucoup de choses peuvent se passer. On le sait très bien. Tous ceux qui sont là et qui nous vont faire qualifier, malheureusement ou heureusement, il y en a qui, pour des raisons professionnelles ou pour des raisons de santé, ne pourront pas être là. C'est des valeurs sûres, mais également des valeurs sûres, non moins importantes, qui seront appelées. Le sélectionneur, il n'en parle pas assez, oui, mais il va en chercher. Et puis, on en parle également beaucoup. Des gens qui vont apporter un plus. Moi, je n'ai pas peur. Je sais que le Bénin va, pour la première fois, non seulement gagner une équipe pendant 90 minutes, mais également va passer le premier tour de cette compétition. Au-delà de l'optimisme, j'ai cette conviction, puisque nous avons atteint un niveau aujourd'hui. Comme nous disait quelqu'un, nous ne sommes plus le jambon de quelqu'un d'aucun pays sur le continent. Et, on verra bien, en tout cas. On verra bien, en tout cas. Alors, dès lors que, je dois dire, les résultats sont sortis, sont tombés hier, Candide, vous avez récolté quelques avis. Oui, on va suivre ici la réaction du capitaine des Guépards du Bénin, qui a réagi sur le groupe qu'a hérité le Bénin à l'issue, bien entendu, du tirage au sort de la prochaine messe du football continental qui va se dérouler au Royaume Chérifié. On va le suivre. Voilà, un groupe, je pense, qui a notre portée. Il faut savoir qu'avec mon coéquipier ici, Samuel Essendé, on s'est chambré toute la semaine. J'espérais tomber contre le Congo et c'est chose faite. Voilà, j'ai hâte vraiment de pouvoir l'affronter lors de cette Coupe d'Afrique. Et ouais, donc c'est un groupe qui a notre portée, le Sénégal qu'on connaît bien, le Congo qu'on a affronté quelques fois, mais qui est aujourd'hui une équipe très redoutable, donc ça va être un match très solide, et le Botswana qu'on connaît pas du tout. Donc voilà, j'ai vraiment très hâte de commencer, ça fait vraiment plaisir d'être de retour sur la scène internationale, et j'ai vraiment hâte. 328 jours avant le début de la compétition. Je compte déjà les jours, donc voilà. En tout cas, c'est un super groupe. Je suis bien content de ne pas être tombé dans le groupe du Maroc, parce que ça va être un groupe très très relevé, avec le Maroc, le Mali, les Comores. Ah, franchement, je suis très content de ne pas être tombé dans ce groupe. Et voilà, comme j'ai dit, j'ai très hâte, et j'espère que tous les supporters béninois sont aussi excités que moi à l'idée de jouer dans ce groupe. Mimo, on a échappé à la mort en évitant le Maroc, c'est ça? Oui, c'est une grosse chance pour nous. Écoutez, Tanguy, personne ne veut jouer le pays organisateur. Il y a la pression du public, il y a tout. Et on l'a suivi tous en direct hier. L'ancien Léon de l'Atlas, Moustapha Hadji, qui a dit que oui, nous savons jouer et puis nous allons jouer. Nous sommes chez nous, donc on saura le faire. Et pour nous, ce n'est pas facile de supporter les publics quand ça se joue à domicile. Tous ceux qui ont joué la Côte d'Ivoire lors de la dernière édition l'ont appris à leur dépense. Ce n'est pas facile. Donc le Bénin doit se sentir vraiment verni pour n'être pas tombé dans le groupe du Maroc. Et puis en plus du Maroc, il n'y a pas que le Maroc qui soit un gros calibre. Il y a également le Mali. Vous voyez un tout petit peu, donc quand vous êtes dans le chapeau 3 et puis vous arrivez à être dans le groupe du Mali, le Mali qui également est tombé, je me rappelle, je crois, en demi-finale ou bien, oui. En demi-finale face à la Côte d'Ivoire. Et qui a un groupe qui fait un travail impressionnant et qui est resté soudé depuis des années. Vous ne pouvez que vous frotter les mains pour dire merci de Dieu de m'avoir pas envoyé dans ce groupe. Parce que chez nous, on peut quand même se dire, bon, on peut faire quelque chose, surtout le Sénégal qui aujourd'hui, c'est vrai, ils sont sénégalais, ils ont de très grands joueurs dans de très grands clubs européens.
Après, vous avez l'AED Congo également, je le dis, avec des joueurs comme Wissa et Sendé, et puis d'autres chansons Mbamba et Mbemba, qu'on ne présente plus. Mais nous pouvons faire quelque chose. Moi, je préfère ce groupe-là que d'autres. Hein. Je préfère celui-là que d'autres. Il y a un ancien attaquant du Bénin qui s'est aussi prononcé. Oui, il s'agit de celui-là qui est le premier buteur des écureuils d'alors, à la Coupe d'Afrique des Nations de 2019. Il s'agit de Michael Poté qui s'est aussi prononcé sur le groupe du Bénin à l'issue donc du tirage au sort. On va l'écouter. Ça sera pas évident. Hein. Pour moi, ça sera pas évident. C'est un groupe assez relevé pour moi. Sénégal, qui va vouloir bien sûr, si je peux me permettre, se rattraper de sa dernière CAN. La RDC, pareil, qui va vouloir faire quelque chose, parce que ça fait depuis de longues années qu'on attend la RDC au plus haut niveau, entre guillemets, de cette compétition. Le Botswana, qui n'a pas fait mauvaise figure, il faudra faire très attention. Comme ça, à chaud, là, je vous dis ça. Bien sûr, après, à bien analyser comment il y a 11 mois, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il va falloir que toutes ces équipes-là, tous les joueurs aient du temps de jeu dans leur club. Ça demande beaucoup de choses. Mais pour nous, le Bénin, c'est pas évident. Pour nous, le Bénin, ça sera pas évident. On reste sur de belles performances. On reste sur une qualification, quoi qu'il arrive. Les équipes qualifiées, pour moi, méritent. Toutes ces équipes ont mérité d'être à cette CAN-là. Mais sans faire trop un comeback par rapport à ce que nous, on a eu à vivre, la campagne 2019, ce sont des choses qui se préparent dans les matchs de qualif, dans les matchs de préparation, et ça te donne une idée. Comme je l'ai souvent eu à dire, nous, on était prêts. On savait, par rapport à nos matchs qu'on a eu à vivre, on savait qu'on arrivait là-bas en ne faisant pas mauvaise figure. Et c'est ce qui est un peu... c'est ce qui se passe un peu sur ces derniers mois avec nous, le Bénin. Aujourd'hui, on n'a pas fait mauvaise figure et on a pu retrouver certains signes qui montrent que on sera prêt à affronter n'importe quelle équipe. Donc, le groupe n'est pas évident, mais avec les derniers matchs qu'on a eu à vivre, c'est encourageant selon moi. C'est encourageant et ça te permet de voir aussi où tu en es. Et pour moi, tu sors de ce groupe-là, tu peux aller loin dans la compétition. Ça reste mon humble avis. Ce n'est pas impossible, mais c'est un groupe pour moi qui est assez relevé, qui ne sera pas évident à jouer. Il faudra être concentré sur tous les matchs. Michael Poté, ancien attaquant du Bénin, l'un des buteurs du Bénin face, notamment au Ghana, si je me rappelle très bien, qu'il est relativement pessimiste, Memo Couton. Oui, c'est normal. Il a été un acteur, il sait comment ça se passe sur le terrain. Ce n'est pas ce que nous qui sommes derrière ici nous commentons et puis nous voulons. C'est cela chaud, mais il a quand même pu le dire. Quand vous sortez de ce groupe, c'est que vous savez que vous êtes sûr d'aller très loin dans la compétition. C'est pas évident, c'est pas gagné d'avance, rien n'est gagné d'avance d'ailleurs. Mais quand vous sortez de ce genre de groupe, c'est que vous avez la possibilité, parce que vous sortez là où il y a le Sénégal, là vous sortez là où il y a l'AED Congo. Et vous pouvez sortir comme deuxième ou bien premier, ou également comme meilleur troisième si ça arrive comme ça. Donc je pense que le Bénin, il a de quoi que Michael Poté soit en tant que quelqu'un qui a goûté à une telle compétition. Il connaît toutes les pressions qui pèsent sur les épaules de chaque joueur quand le son, quand le coup de sifflet est lancé, et que quand vous êtes dans la fièvre de cette compétition, il sait comment ça se passe. C'est pas évident, il a dit, mais c'est pas impossible. Mais je me réjouis qu'ils disent que quand vous arrivez à sortir de ce groupe, c'est que vous avez fait un gros travail et que la suite elle est prometteuse. Candide. On va poursuivre Tanguy. Au-delà des joueurs, on va écouter maintenant quelques sons de cloche, notamment ceux de quelques journalistes sportifs qu'on a reçus hier sur notre émission hebdomadaire Canal Sport. On va écouter ici quelques réactions de ceux-ci, bien entendu, sur le groupe des Guépards du Bénin. C'est un gros piège, hein. Vous savez, c'est vrai que le Bénin a déjà eu à jouer ses adversaires là, le Sénégal, la République démocratique du Congo,
même pas le Botswana, mais on est beaucoup plus focalisé sur les deux gros cylindrés de ce groupe, les deux qui partent favoris. Mais après, le football, c'est pas mathématique, hein, c'est sur le terrain. Mais je dis, l'avantage pour le Bénin, c'est déjà d'avoir joué la République démocratique du Congo récemment, et puis les Lions de la Teranga du Sénégal aussi. Donc, c'est deux équipes que le Bénin connaît. Puis l'autre avantage, c'est que le tirage au sort a été fait beaucoup plus tôt, un an avant la compétition. Donc, ça permettra au Bénin de mieux se préparer en tenant compte donc de la qualité des adversaires en face pour bien sûr choisir ses adversaires pour les matchs de préparation. Je dirais qu'il y a juste un inconnu dans ce groupe, c'est le Botswana. Oui. Mais c'est un pays qu'on a vu à une CAN, celle de 2017, non? Au Botswana qui n'a jamais réussi à aller au-delà de la phase des groupes. Oui, tout à fait. Donc, je crois en dehors de cet inconnu, les deux autres adversaires sont des habitués de la compétition qui sont bien connus par le Bénin. La RDC, un des grands pays du football en Afrique. Et malgré bien sûr ces deux victoires finales dans cette compétition, mais qui regorge quand même de pas mal de talents avec un football assez structuré. On voit d'ailleurs les championnats nationaux dans ce pays où les stades sont souvent pleins et qui est un pays qui dispose aussi d'une tradition en matière de football. Le Sénégal est en vogue actuellement, d'ailleurs vainqueur de la CAN en 2021, on en parlait tantôt, avec un des meilleurs effectifs du continent, des joueurs qui pour la plupart jouent dans des clubs les plus crédibles au monde. Donc voilà le premier regard qu'on peut déjà jeter sur ce groupe D. Mais je crois que c'est jouable pour le Bénin vu la dynamique actuelle du pays. Voilà donc pour ce qui est des chroniqueurs sportifs sur l'émission Canal Sport, c'était hier. C'était hier donc. Mimo Couto, au-delà du groupe D, qui est celui du Bénin et qui nous intéresse le plus, on a d'autres groupes quand même qui sont assez intéressants, notamment le groupe qui met en première confrontation les deux rivaux sur le continent. Je veux parler de la Côte d'Ivoire et du Cameroun. Et ce match, j'espère qu'il y aura un match parce que là, si jamais quelqu'un gagne, on n'aura pas la paix. On n'aura pas la paix. Donc franchement, c'est une affiche qui fait rêver, c'est une belle affiche. C'est une affiche pour laquelle que personne ne voudrait rater. Et que chacun des joueurs également, on a vu dans le public hier, Jevino et puis Rigobert Song qui étaient assis côte à côte, étaient en train de se chambrer. Serge Aurier également qui était une légende qui avait participé également, il souriait, il savait que ça allait chaud. Et donc c'est quand même une équipe ivoirienne assez en forme. On a compris ce qu'ils ont fait la fois dernière lors de l'édition organisée chez eux. Et là, ils ont gardé cette même forme-là lors des éliminatoires. Après, le Cameroun, c'est une équipe, écoutez, avec beaucoup de problèmes extra-sportifs, mais qui arrive quand même à se qualifier, à jouer, malgré le fait qu'il y ait un Eto'o et puis Narcisse Combé, le professeur, qui sont en train de jouer derrière dans les bureaux. Mais ces deux équipes qui ont gardé leur nom, le Cameroun, c'est le Lion indomptable, et puis la Côte d'Ivoire, c'est quand même la Côte d'Ivoire, une équipe qui est en pleine renaissance. Donc ça va être chaud. Un groupe assez également relevé. Je les vois pas mal, et je les vois pas mal, et ils vont beaucoup jouer. Mais je me dis que l'une de ces deux équipes, le Cameroun et la Côte d'Ivoire, l'une de ces deux équipes risque de passer à la trappe parce que ça va être également chaud. Ils vont peut-être chercher à jouer à fond l'une contre l'autre et peut-être laisser des plumes passer aux autres adversaires du groupe. Alors, le groupe qu'il fallait surtout éviter, et Michael Poté l'a dit, Steve Mouni aussi est revenu là-dessus surtout, c'était le groupe A, notamment avec le Maroc, le Mali, la Zambie. Il fallait pas être là-bas, hein? Non, il fallait pas être là-bas. Vous ne pouvez jamais, pour rien au monde, demander à Dieu de vous envoyer là-bas, et lui-même il a su le faire. On lui dit merci, il faut le remercier pour ça, parce que vous allez là-bas, c'est que vous êtes grillé. Vous ne pouvez jamais aller là-bas, mais bon, on remercie Dieu, puisque là, je l'avais dit, le Mali, c'est des centres de formation, c'est une philosophie de jeu. Le Maroc, c'est une philosophie de jeu, c'est une jeunesse, et c'est la formation.
Donc, quand vous prenez ça, vous allez dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Que ta volonté soit faite. Et donc, sa volonté a été faite et on n'est pas dans ce groupe-là. Ce groupe, il aura beaucoup de choses qui vont se passer. Quand vous prenez la Zambie, ce n'est pas une toute petite équipe. La Zambie a déjà été vainqueur de cette compétition une fois. Et la Zambie a une histoire au cours de la CAN, même si depuis quelques années, cette équipe zambienne est en train d'avoir des performances en dents de scie. Absolument. Vous avez le Mali également qui joue à fond les phases de groupe, à fond, et qui déçoit en phase finale. Qui déçoit vers la fin. C'est un tout petit peu comme la RDC, comme ce que la RDC également fait, qui joue à fond chaque match, et puis quand c'est vers la fin, qui arrive, comme ils l'ont fait l'édition dernière en Côte d'Ivoire, qui n'ont plus rien fait face à la Côte d'Ivoire. Donc je me dis que le Maroc va jouer. C'est vrai, cette équipe également arrive à déjouer, à ne pas jouer et à se faire les choses, les sueurs froides. Mais c'est une équipe qui a pu sortir, qui a pu être au quart finaliste, demi-finaliste à la dernière Coupe du Monde. Il faudrait quand même lui tirer un coup de chapeau et avoir peur d'être. Donc je pense que c'est un groupe assez serré. C'est un groupe assez serré et puis ça va se jouer vraiment au détail près. Chacun va vouloir donner le meilleur de lui-même lors de ses premières rencontres. Malheureusement, l'un doit passer à la trappe. Absolument. Et puis la suite. Et le groupe où on est à Miami, je crois que c'est le groupe C, avec un Nigeria aux performances, même si c'était quand même, c'est quand même la nation finaliste de la dernière édition. On a une Tunisie pas très en forme, un Ouganda pas très habitué, une Tanzanie pas très habituée aussi. C'est le meilleur groupe pour gérer à Miami, non? Oui, c'est le meilleur groupe pour gérer à Miami. Mais également, ne dites pas que c'est pas trop ça, parce que la Tanzanie a un très bon championnat. C'est l'un des meilleurs championnats sur le continent. Un championnat régulier d'ailleurs. Hein. Absolument. Et puis, c'est des joueurs qui sont en majorité des gens qui évoluent sur le plan local. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont une philosophie de jeu, ils ont une compréhension de jeu, qu'ils arrivent à se retrouver très vite. C'est vrai qu'ils ont eu de la difficulté à se qualifier. On se rappelle encore de leur dernière journée face à la Guinée, où il fallait espérer une réserve. Malheureusement, la réserve n'a pas mordu, c'est pour ça que la Guinée n'est pas présente. Mais également l'Ouganda qui joue également un très bon match, qui joue de très bons matchs. L'Ouganda également qui n'est pas avec les Diallo et beaucoup de gens là. Donc je pense que c'est deux petits poussés, on va le dire comme ça, mais c'est quand même des équipes joueuses et des équipes qui ont déjà fait par le passé des choses, qui ont déjà fait des surprises. Mais quand je prends la Tunisie, vous l'avez dit, la Tunisie, honnêtement, je n'arrive pas à me situer par rapport au football tunisien, parce que moi, c'est un football ennuyant qui joue. C'est un football et qui n'a pas de sens. Et puis, ils jouent un faux jeu et vous mettent un but et mettre un but devant le but et puis vous n'arrivez plus à vous en sortir. Oui. Franchement, c'est un jeu. Le Nigeria a dû garder de très mauvais souvenirs lors de la CAN au Cameroun. Ils ont été sortis d'ailleurs en quart de finale ou en huitième de finale par la Tunisie. Absolument. Donc, c'est un groupe dans lequel ils vont jouer les retrouvailles. Le Nigeria va se rappeler cette histoire et puis va dire, bon, il faudrait qu'on se règle les comptes en même temps. Mais en cherchant à se régler les comptes, on se laisse découvrir. Donc, attention à Eric Rechel qui est venu nouvellement et à tous ceux-là qui sont dans ce groupe. C'est quand même et comme je l'avais dit à l'entente de mes propos, Tanguy, quand vous arrivez à vous qualifier parmi ces 24, vous êtes présent au niveau de ces 24-là, c'est que vous arrivez quand même à faire quelque chose. Parce que quand on parle du groupe, on a oublié de parler de l'île Comore. Qui quand même a été très merveilleux. Justement, donc on se dit que toutes les équipes ne se valent pas, mais toutes les équipes arrivent quand même à faire de très belles choses aujourd'hui. Voilà. Mais Mokoto, merci beaucoup d'avoir été en ligne. C'est moi. Très bonne journée. À vous de même. Allez, on va poursuivre avec l'actualité des sports, toujours avec cette information qui tient le devant donc
je dois dire, des informations sportives sur le continent depuis hier. On va renouer avec le visage du groupe D toujours. Oui, le visage du groupe D toujours. Les adversaires du Bénin qui sont connus, les adversaires du Bénin pour la phase de groupe qui sont connus depuis hier soir. Et au regard de ça, quelles sont les armes dont dispose le Bénin pour aller faire face à l'adversité, et surtout comment les Guépards doivent se mettre au travail avant l'échéance. On va écouter ici quelques réactions. Il n'y a pas un pays à craindre. Vous savez, le football, c'est un sport très irrationnel. Oui. Un pays supposé petit poussé peut envoyer au tapis le favori de la compétition. Donc, aucun pays, pour moi, n'est à craindre si le pays prend la compétition par le bon bout. Pour un pays qui a déjà titillé quelques cadors du continent, tel le Nigeria, la Côte d'Ivoire, même le Sénégal. Dernièrement, on a joué le Sénégal, on n'a pas été ridicule. Donc, pour un pays qui a titillé ses adversaires, je crois que tomber dans ce groupe, aucun adversaire, c'est vrai, peut faire figure d'épouvantail, mais je crois que c'est jouable. Donc, quand moi je regarde ce groupe, non, j'ai peur de toutes les nations. Déjà, il y a l'inconnu du Botswana. Oui, du Botswana qu'on ne connaît pas. On a vu des pays comme Comores créer la sensation à la dernière édition, à l'avant-dernière édition d'ailleurs, et la dernière édition des petites nations qui ont éliminé des grandes nations telles que l'Algérie, qui ont été éliminées en poule. Donc, il faut sous-estimer aucune nation. Maintenant, quand nous prenons les grands, la République démocratique du Congo a une carte qu'on connaît, notamment des demi-finalistes à l'occasion de la dernière édition. Oui. Le Sénégal, récemment vainqueur, et qui a été éliminé par la Côte d'Ivoire, qui a fini champion d'Afrique. Donc, ces deux équipes qui maîtrisent cette compétition, qui maîtrisent la Coupe d'Afrique, qui sont régulières notamment, qui ont une organisation sérieuse. C'est vrai que l'organisation sérieuse, nous la retrouvons aujourd'hui au Bénin depuis 2016. Maintenant, il va falloir travailler sur les cas parce que nous n'avons pas forcément des joueurs qui ont le niveau des joueurs sénégalais, des joueurs congolais. Mais ça, c'est sur papier. Et maintenant, sur le terrain, le mental peut changer. On peut motiver les joueurs comme on l'a fait en 2019. Choisir surtout des adversaires qui ont des schémas de jeu identiques à nos adversaires. C'est-à-dire, si on veut jouer le Sénégal, on peut chercher par exemple à jouer contre le Nigeria ou la Côte d'Ivoire en mode de préparation. Si on veut jouer la RDC, chercher des équipes de la zone telles que la Tanzanie ou l'Ouganda, pour déjà s'acclimater, pour déjà avoir l'identité de jeu de ces adversaires-là. Et là, on évite tout piège, tout surprise à l'occasion de la compétition. Écoutez, le Bénin est aussi une équipe à craindre parce que tout le monde sait aujourd'hui sur le continent africain que pour tester son attaque, il faut jouer contre la défense du Bénin. Ouais. Et le Bénin aussi est un inconnu parce que notre équipe a été reconstituée. Les jeunes ne sont pas surtout connus, donc ils vont se faire découvrir, ils vont se faire redécouvrir, ils vont se faire plaisir. Mais attention, la CAN, c'est dans un an, donc beaucoup de choses peuvent encore arriver. Voilà, beaucoup de choses peuvent encore arriver. Tanguy, avant de rappeler très rapidement la composition des 6 différents groupes, à quel état voyez-vous le Bénin pour cette 35e édition de la CAN? J'espère en tout cas qu'avec le travail qui est en cours, qu'on puisse sortir tout au moins du groupe, même si ça va être vraiment tiré par les cheveux, étant donné les ambitions des différentes nations composant ce groupe-là d'ailleurs. Si déjà il faut commencer à se méfier de l'inconnu Botswana, il faut déjà aussi, ma foi, jouer l'intelligence et l'efficacité et surtout la résistance face justement à des équipes très compétitives comme le Sénégal qui presse beaucoup, qui a beaucoup d'options devant avec de jeunes gamins qui assurent déjà la relève de la dernière génération, Sadio Mané qui est en train de décliner. Et donc une nation comme la RD Congo aussi avec quelques éléments qui ont des jambes en feu actuellement. Je crois que si le Bénin s'en tire, il faut déjà le féliciter à ce niveau-là. Mais maintenant, sur quelle nation il va tomber après la phase de groupe, on verra après. C'est là qu'il faudra définir après. Et c'est ça. On va passer maintenant à la composition des 6 différents groupes pour la prochaine édition de la messe du football continental qui est prévue pour du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Dans le groupe A, on retrouve le pays hôte en compagnie du Mali, de la Zambie et puis de l'île Comore. Dans le groupe B, l'Égypte, recordman de la compétition, est en compagnie de l'Afrique du Sud, de l'Angola et puis du Zimbabwe. Dans le groupe C, on retrouve le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda et puis la Tanzanie. Le groupe T, celui des Guépards du Bénin, composé du Sénégal, de la République démocratique du Congo, du Bénin lui-même
et puis du Botswana. Dans le groupe E, l'Algérie est en compagnie du Burkina Faso, de la Guinée équatoriale et du Soudan. Le groupe F, pour finir, le groupe du tenant du titre, la Côte d'Ivoire est en compagnie du Cameroun, du Gabon et puis de l'équipe de Mozambique. On va changer de discipline maintenant, du sport roi. On va passer au handball pour finir. Les quarts de finale du 29e championnat du monde de la discipline vont s'ouvrir. Et bien entendu, ce mardi, l'équipe de la Croatie affronte celle de la Hongrie. La France sera face à l'équipe de l'Égypte. Le Danemark affronte le Brésil. Et puis le Portugal va croiser justement le fer avec l'équipe de l'Allemagne. Allez, Tanguy, on va s'arrêter ici ce matin pour Sport Matin. Oui, Sport Matin qui aura été largement consacré justement à la physionomie des différents groupes constitués depuis hier au thème du tirage au sort. Des groupes constitués pour tenir donc la première étape, la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer prochainement au Maroc en décembre prochain. Candide, merci, bonne journée. À demain. À demain. Mesdames et messieurs, voici maintenant la page des sports. On va parler surtout du repos. Esther Tofa, bonjour. Bonjour Tanguy. Vous nous proposez ce matin de discuter, de parler au sujet du repos, cette astuce naturelle pour renforcer la capacité de production et pour évacuer l'anxiété. Vous nous direz qu'un repos ou une bonne qualité de sommeil, en tout cas, peut nous éviter plusieurs maladies chroniques. Exactement. Le repos est un élément fondamental pour le bien-être physique et mental. Il joue un rôle crucial dans la régénération du corps humain. Un repos de qualité permet non seulement de recharger nos batteries, mais également de prévenir de nombreux problèmes de santé pendant le sommeil ou les périodes de repos, parce qu'il faut dire que le repos est différent du sommeil. Il faut dire que le repos se caractérise par un état de veille, mais une période d'activité. Mais le sommeil, c'est un état naturel d'inconscience. Donc, pendant le sommeil ou la période de repos, notre corps s'engage dans un processus de réparation et de régénération. Les muscles se reconstituent après un effort, le système immunitaire se renforce et diverses fonctions métaboliques s'améliorent également. Des études ont même montré que le manque de repos affecte négativement la capacité de guérison et d'adaptation du corps face aux blessures et aux maladies. Le repos permet donc à notre corps de récupérer efficacement et de maintenir son équilibre. Vous l'avez dit dans le lancement, le repos permet de réduire le stress et l'anxiété. C'est un élément essentiel pour la gestion du stress en réduisant la charge émotionnelle, mentale, en permettant au cerveau de se déconnecter des sollicitations extérieures. Il favorise la détente. Le manque de sommeil ou l'absence des moments de relaxation active peuvent augmenter le niveau du cortisol, c'est-à-dire le cortisol, c'est l'hormone du stress, ce qui peut avoir des effets dévastateurs sur notre santé mentale. Le simple fait de se reposer, c'est-à-dire se mettre dans un canapé, ne penser à rien du tout, ne rien faire du tout, juste se détendre, peut correctement permettre de maintenir une meilleure humeur et une plus grande stabilité émotionnelle, puisque tout ce qui se passe autour de nous, on n'en prend pas compte. On est juste dans notre monde, on se repose et tout. Alors, un bon repos, tant physique que psychique, aide à restaurer un équilibre émotionnel, diminue les niveaux de stress et d'anxiété et prévient ainsi les troubles liés à ces facteurs tels que la dépression. Nous allons parler de l'amélioration des fonctions cognitives du repos et plus particulièrement du sommeil, et qui est essentiel pour la consolidation de la mémoire et la performance cognitive. Pendant le sommeil, notre cerveau stocke et trie les informations acquises durant la journée, ce qui fait même que durant le sommeil, on a tendance à rêver de quelque chose ou à faire un cauchemar sur quelque chose qui s'est passé tout au long de la journée. Donc, c'est un peu cela. Le cerveau, pendant ce temps, s'active à trier ces informations-là et à les stocker. Cela permet d'améliorer la concentration, la capacité d'apprentissage, la prise de décision et la
résolution de certains problèmes. C'est pour cela que l'on dit que la nuit porte conseil. Donc, en l'absence de repos adéquat, la mémoire et l'attention peuvent se dégrader, affectant notre capacité à fonctionner au quotidien. On avait parlé de maladies chroniques qui peuvent être évitées par le repos, parce que le manque de repos peut contribuer à l'apparition de certaines maladies telles que les maladies cardiovasculaires, l'hypertension, le diabète de type 2 et même certaines formes de cancer. Le repos et surtout une bonne qualité de sommeil permet donc de réguler de nombreux paramètres biologiques comme la pression artérielle, le taux de glucose sanguin et les niveaux d'inflammation, réduisant ainsi le risque de développer ces pathologies. C'est pour ça que quelqu'un peut faire un AVC là maintenant ou une crise de tension, on lui dira que c'est un manque de repos. Donc, c'est vrai, il faut travailler, mais il faut s'accorder quand même un moment de repos. Le repos, qu'il soit physique ou mental, est essentiel pour maintenir un bon équilibre et favoriser une bonne santé. Il ne s'agit pas uniquement de dormir, non, mais aussi de prendre des pauses, de s'accorder des temps pour soi-même, donner à son corps et à son cerveau l'opportunité de se ressourcer. Donc, on peut juste décider d'aller au bord de la mer, d'aller dans un endroit calme et oublier tout ce qui se passe et s'accorder du repos surtout à son sommeil. Surtout dans une société où l'on valorise la productivité, il est vraiment crucial de comprendre que le repos n'est pas un luxe, mais une nécessité pour préserver sa santé à long terme, Tanguy. Merci beaucoup à vous. Prenez le temps de vous reposer. Oui, de se reposer, mais il faut pas oublier, absolument, mais il ne faut pas aussi oublier de travailler. Exactement. Parce que le travail libère l'homme, justement. Exactement. Merci beaucoup à vous, Esther, pour ces petits secrets sur l'importance du repos et ses avantages au profit de l'organisme. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. On va se voir certainement mardi prochain. Exactement. Pour parler d'autre chose. Oui. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à la diffusion d'un magazine. Vous le savez, Canal 3 consacre quelques-unes de ses tranches, notamment à découvrir le contexte béninois et des Béninois dans leurs activités quotidiennes. Et cette fois-ci, nous proposons d'aller découvrir des Béninois à l'œuvre dans leurs champs, à cultiver la patate. Quelles sont les conditions dans lesquelles on peut engager justement cette culture, quels sont ses avantages, quelle est la pénibilité de travail à ce niveau, comment est-ce que les acteurs se mobilisent à chaque saison pour arriver à arracher à la terre l'essentiel qu'elle peut fournir en matière donc de production de la patate. Autant de questions qui nous ont amenés notamment à Bomé, à Calavi, dans une petite localité qu'on appelle Godja. Là-bas, c'est de tradition tout naturel, de père en fils, de cultiver la patate, et ça fait partie justement des aliments essentiels et de base dans les habitudes alimentaires de ces populations. Voici donc le magazine ce matin. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj.
Rodrigue prépare sa petite portion de terre pour la culture contre-saison de la patate. C'est déjà le moment, en ce mois de mars débutant. Rodrigue n'est pas très avancé. Avec ses copains qui ont bien voulu lui porter un coup de main, il est passé la veille nettoyer son terrain, un modeste espace d'environ un demi-hectare. Aujourd'hui, il est là pour arroser le sol. On a dans une glodie, on a pas wali, nous on a pas d'eau, on a dans une aiguille, on a pas de sang, des jaouis, au Dieu n'a été. Kaka bame ouais dans science 100 mètres où on doit faire quand 100 mètres où on doit faire on doit s'y faire la quoi dit que analo la quoi il boula le couper de il y en a d'abord 10. 500, il y en a 10. Le don de Sina, le chien zone wa. C'est une belle fille pour info. Des signaux là, ils font pas dire. Azani est là. Bobo le dit. En tout cas, et vous le dites. N'a pas coupa, elle m'a voulu à moi, elle a bois. Elle a signé. En moins de 2 jours, c'est la deuxième fois qu'il se plie à cette obligation. Dans une zone pourtant inondable, à peu près 5 mois sur 12 dans l'année. Mais à quoi dit Kaka na akpon jibo jina jaba na akpofio dio ena de ena na gbo ni aga akpo saison ton amo jiona na bo jiwa beo ena jadeji bo jinko ena yon amoni akpon ji tante me ana turo jina ja seme lo me seme die me ni jima ja bebo Susan Lokpo atare o bo jima ja ahan awa ete anze mo to mo wa fi na don do wele o me bo ene o wele lo fun ena mo vivo wele mi po edo tanon de on bo Susan aton atare de on bo Susan ene o yino ya ya o fofo to wa to na gbonji to egbonji o efo ere kan were nu to na kudo mina le levo welio e besoin si bon taquin et son besoin si bon taquin alors taquin do et là do bon fille là et do côté ton voyez non do ni ai kumba et si on il a vous signé bon là les taquin bon là j'ai dit doji là j'ai dit doji là j'ai dit doji et besoin si on il là si le quoi dit japon il faut na taquin on Irriguer son champ appelle un grand investissement pour le cultivateur de patates. C'est le premier niveau qui épuise financièrement les cultivateurs de cette région.
Dernier bloc, j'ai dépensé 95 800. Un état de poids, un million de poids. Plus un essence. Un régulier moteur. Je ne sais pas si je vais mettre le coup de l'amour. Donc, je vais mettre le coup de l'amour. Si je vais mettre le coup de l'amour, tout le temps, à ma garder, mais en attention, il y a un problème vivant. Puis je garde, mais il y a aussi un dans son frère Dion, garde Dion, et communiquer pour nous, rivière d'Arro de Pau. Bon, mais il y a d'argent. Donc, d'argent, quand on coupe des bon, mais les gars, sont noués, et il y a pas jour, il y a 5 000. Mais on a dans ce nouveau bureau, c'est 5 000. Au camp, il y a un lion, et il y a un cadeau quand nous avons fidèle dans ce lion. Après l'épreuve d'irrigation, il faut engager un autre pari, celui de décrocher des manœuvres pour aider à labourer cette terre ainsi mouillée. Il faut trouver son équipe au plus en 24 heures. Deux jours après l'irrigation, les laboureurs sont à l'œuvre. C'est une équipe constituée d'amis, disponible pour proposer ses services et ses bras pour labourer. Mais là, il faut prévoir de quoi les satisfaire. C'est gâteau, moi. Ouais, mais c'est grec pour le bébé. Donc, ils font le gâteau, mais le lieu, il y a quoi? Il y a des hommes, il y a pour quoi? Il y a pour tabac, ouais. Parlez. Quand des 2000 dions, ok, 296. Oui, mon. Tu vas aller les gléons. À quoi il y a un moment où vous avez? À quoi il y a un moment où vous avez les gléons? À ma quoi? A ouvert nous nous c'est ouvert quoi ton temps nous bac betole mais n'a pas gléol he mi le nous ba do gomi de bon mi je fini o gléol le na do ya peri bon mi na bro ay kunga bo ame wende ay kwa mo do mo bi o e so de wa yo machine pop me no do si o wa yo yi mo wa do si to gbo me to da ho me hwe mo don do aikungba yi bo aikungba o e bo en do si o bo pe me o na bo de bo we no bo mi do le din ama don deji ase o le a o na mi de yo kan yi mo ku lo pe ni o me ku lo me mi wo pa mi be lo na mi de o normal ajipulo do wa o do e ta gba don mi do ate aluwe me do aikungba me do aikungba le don mo do don mi jura le gri ya go de we le o non amo ile na ana khaya ana do ko no do yin khaya ikungba we ka je so e wa gbe me nu gbe po ba e do e kati de mi do mi din o e no me le po no 5000 do gbe po donc e a me disi wa friend din o me 5000 disi anjo dedio Mathieu Sivlea e a gito me se lo dai o yibu ge le ze yibu eno le gri me dio e bangeji me mi la defio eno mo. Après une lutte acharnée contre la terre avec une daba, les tâcherons marquent une pause. Il est près de midi et cela fait plusieurs heures qu'ils sont courbés. Il faut bien céder aux exigences du corps qui veut souffler un moment.
Ni les bannis, nous, propriétaires d'Ion, on a tout là. Mais les gens, ils doivent 5 000 de combien de temps? Bon, il y a 5 000. Je m'en retraite. Je m'en retraite. À ce moment, je m'en retraite. Parce que je me relève des pauvres, mais je me retraite. À quoi ils ont transféré de bonheur? Les peu où vous là, où bien ouais, Les laboureurs ne sont pas les seuls ouvriers sollicités pour la culture de la patate. Il faut aussi les femmes qui doivent profiter de l'humidité du sol pour mettre en terre ce qui deviendra plus tard ces plants de patates. Dès l'année 70, dès l'année 70, il a donc rien à dire. Il a soit 5 000. Il a donc rien 10 000. Il a soit 100 000. Il y a des hommes qui ont badano, mais La période de plantation reste la dernière étape de la première phase de pression pour la culture de la patate. Il faut bien connaître le temps pour ne pas planter ni trop tôt ni trop tard. Et dans un contexte de village, les cultivateurs se fient au changement du temps et à ses caprices qui peuvent être aussi trompeurs. Nous voici de retour pour nos moments de discussion. Ce matin, on a prévu échanger autour de la question du troisième mandat. Il y a même qu'un Béninois a dû solliciter l'avis de cette sage au sujet de l'éventualité, de la possibilité d'envisager une nouvelle république qui pourrait accoucher d'une nouvelle chance pour Patrice Talon. Après le FADOC, les 7 sages attendus pour donner leur opinion ont fait le débat au sujet de ce serpent de mer qui réapparaît à la fin de chaque régime. Franck, bonjour. William, bonjour. Eric. Bonjour. Bonjour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on doit toujours réveiller ce débat, Eric? Peut-être que pour certaines personnes, ça les amuse de vouloir jouer hors les règles du jeu. Peut-être que ça amuse certaines personnes de titiller un peu, je dirais, la sérénité de nos cœurs, de nos esprits. Bon, après, on peut comprendre que dans un régime, dans un système, vous en avez qui gardent toujours cette envie, cette volonté que cela ne s'arrête jamais. Ça peut ne pas être forcément le chef lui-même en tant que chef d'État, mais vous avez des collaborateurs, vous avez des acteurs qui voudraient bien que cela ne s'arrête jamais. On ne peut pas empêcher l'expression de quelqu'un ou d'un citoyen qui manifeste une volonté de voir un régime s'allonger, mais on peut condamner cela dans la mesure où cela ne répond absolument rien au test de la République. Nous sommes en démocratie et en la matière, on n'a pas besoin de poser la question à X à Y. Il faut interroger ce que les tests disent et nous savons ce que les tests disent dans ce cas d'espèce, comme dans bien d'autres républiques généralement. C'est vrai que le contexte, c'est que un peu partout dans nos pays, à l'approche de la fin des mandats, on s'arrange pour modifier les constitutions, on s'arrange pour porter atteinte à l'intégrité de ces tests, bien que cela soit voté à l'unanimité par des députés qui estiment que voici ce qu'il faut faire. Bref, c'est regrettable, mais je pense que pour ce qui est de notre cas, quand je prends l'exemple du Bénin,
est-ce qu'on a encore besoin d'agiter dans l'opinion publique une telle question? Je pense que non. Eric, pardon, Elrich. Ouais, c'est un serpent de mer. Pourquoi est-ce que ça revient? Ben écoutez, vous savez, chaque régime qui s'installe fait de nouvelles personnalités. Et très souvent, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui gravitent toujours, qui sont d'éternels changeurs d'habits, qui reviennent toujours dans tous les régimes. Mais il y en a qui sont de tout nouveau, qui sont dans le système et qui veulent rester dans le système. Donc ça peut vous dire déjà que quand le problème de troisième mandat commence par survenir, c'est qu'il y a deux problèmes qui se posent en amont. Le premier, c'est par rapport au dauphinat. Quand le dauphin n'est pas souvent bien désigné, ou il y a une ambiguïté sur le dauphinat, on commence par soupçonner qu'il y ait possibilité que le chef même veuille rempiler, même si les tests constitutionnels ne le permettent pas. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a certains qui estiment toujours que tellement le chef a bien fait, qu'il faut maintenir le chef là, même si le chef n'a pas dit qu'il veut rester là, et on veut tout faire pour que le chef reste là. On a vu par le passé certains le dire également de Boni Yayi et autres, tout ça. Et on l'a vu même avec Kérékou, entre-temps, certains l'ont imaginé, mais très rapidement ça a été tué, ça a été calmé. Avec Boni Yayi, ça a été pareil, avant qu'on ne connaisse officiellement le dauphin de Boni Yayi. Et actuellement, vous êtes face à un régime qui n'a pas encore donné une image claire de son dauphin. C'est vrai que certains caressent dans leur corps et dans leur tête le rêve d'être le dauphin, mais jusqu'à présent, le chef n'a pas encore parlé. Donc, quand vous voyez aussi ce rêve-là, en fait, cette manière d'annoncer le troisième régime, il faut dire que certains le font avec la grâce et plutôt la bénédiction du régime en place. Pourquoi je dis avec la grâce et la bénédiction du régime en place? Nous avons vu, avant même que le FA ne rentre dans le schéma, on a vu un monsieur qui très tôt a commencé par parler du troisième régime, bien avant que nous n'entrions en 2025. Et certains l'ont décrié, d'autres l'ont même saisi la Cour constitutionnelle contre lui. Mais vous imaginez quand un sachant du droit commence par parler de troisième mandat, alors qu'il connaît très bien ce que disent les tests constitutionnels, quand il commence par parler de troisième mandat, et que, dans le même temps, on constate quelques mois après qu'on crée un poste, une institution, et qu'on le met à la tête, c'est comme si on applaudit, qu'on encourage justement ce qu'il dit. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a beaucoup de personnes maintenant qui commencent à en parler. Donc, sincèrement, je dis, certains le disent aussi avec la grâce et la bénédiction du chef. C'est devenu quand même assez curieux que ça se réveille, et suffisamment curieux, 2 fois curieux, sous le régime de Patrice Talon, lui qui rêvait de faire le job en 5 ans, ça devient 10 ans. Il y a des partisans qui pensent qu'en 10 ans, le job n'est pas encore suffisamment fait. Et malgré que l'homme lui-même dit, je ne veux pas, en tout cas, ça ne me plaît pas de venir pour une 3e fois, il y a toujours que les suspicions ne s'arrêtent pas. Pourquoi? Oui, parce que ça reste, comme l'a dit la Cour constitutionnelle, des spéculations intellectuelles, des vœux pieux. Lorsque un citoyen l'a saisi déjà en 2022 pour se prononcer sur cet audio envoyé par l'acteur politique Bertin Corvi qui demandait de modifier la Constitution pour permettre à Patrice Talon de s'offrir un 3e mandat. Donc la Cour constitutionnelle s'était déjà prononcée sur la question. Alors, lorsque des gens s'amusent à dire qu'il faut modifier la Constitution, il faut permettre à celui qui est là de faire un 3e mandat, moi je dis, dans un état de droit, dans un état démocratique comme le nôtre, eh bien, rien ne peut justifier ces spéculations intellectuelles, ces vœux même pieux dont parle la Cour constitutionnelle. Rien du tout ne devrait justifier cela. Parce que, comme Patrice Talon, comme Mathieu Kérékou, comme Soglo, comme Yayi Boni, il y a des milliers de Yayi Boni parmi les Béninois qui peuvent faire le job et bien faire le job. Et donc, on trouve en un président finissant ces mandats constitutionnels, qu'on trouve en lui les qualités de quelqu'un qui peut toujours faire le job et bien faire le job, et que parmi les Béninois, les 13 millions que nous faisons, qu'il y en a plus qui ne puissent pas faire le job, et que la personne, même parfois, je ne sais pas si on a un sincéromètre pour évaluer souvent
disons, la position de la personne qui finit ses mandats. Mais rien ne devrait, à mon avis, justifier cela. Et ceux qui s'amusent à le faire, je pense que ceux-là ne sont pas des patriotes. Ce ne sont pas des constructeurs du droit La liberté d'opinion existe. Non, on ne va pas trouver qui est patriote et qui n'est pas patriote dans ce l'histoire raconte même que en 2006, que le chef de l'État qui est là aurait joué un grand rôle dans l'organisation même des élections. Ça, c'est un secret de polichinelle. Beaucoup l'ont dit, des personnalités de sa poche pour le faire. Alors que Kazou Serre nous disait qu'il n'y avait plus rien. Et donc celui-là, en fin de mandat, qu'on le pousse à dire, écoute, il faut rester, il ne faut pas... Mais autre temps, c'est vrai, mais ça n'a pas changé l'état de droit, nous sommes toujours en démocratie. Oui, William, pourquoi ça revient et pourquoi est-ce que, en dépit de... je dois dire des sorties successives du porte-parole du gouvernement, les gens sont toujours en train de le regarder de biais pour dire qu'il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas encore. Je sais pas, la Révolution française, c'est 1789, si je ne me trompe. Ça représente pour eux ce que la conférence nationale représente pour nous, peut-être. Mais il n'y a pas longtemps, un président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, disait qu'il serait bien que Macron revienne au pouvoir. C'est comme s'il n'y a pas un âge, une maturité qu'on atteint en démocratie pour vraiment totalement intégrer la démocratie. Vous savez, pour plaire à un homme, les gens sont capables de tout. Les gens sont capables de lécher les bottes. Les gens sont capables d'avaler tout, même des couleuvres. Les gens sont capables de jeter tout leur parcours professionnel et intellectuel juste pour revenir au devant de l'actualité, être à la une et à la manchette de quelques journaux. Pour ça, si c'est pour intéresser et amuser un peu la galerie, chacun a le droit. Même si c'est pour provoquer un débat de fond, parce que je ne l'exclus pas. Peut-être que de tout ce que nous, on a comme problème dans ce pays, c'est le mandat, la durée du mandat d'un chef d'État qui est la plus grande préoccupation de certains Béninois. Sait-on jamais, peut-être eux, ils n'achètent pas l'huile au même prix que nous, les fruits de tomates ou les légumes d'oignon au même prix que nous, et que eux, ils ont la panse remplie, ils ont beaucoup d'argent, ils sont en sécurité, ils n'ont pas de proches à Kalimama ou à Botikali, Madekali. Donc eux, ce qui les préoccupe le plus, c'est comment éterniser Patrice Talon à la manière de Paul Biya ou je ne sais de... il est encore candidat. Hein? Il est encore candidat. Il pourrait être candidat. Eux, ils ont réglé les problèmes de subsistance qui sont nos combats à nous, et je parie de milliers de Béninois encore. Et donc, ils ont le droit de dire ce qui les intéresse. Élucubration intellectuelle, c'est pas gymnastique ou contorsion intellectuelle. On n'arrive pas à dire les expressions en dépit des positions publiques. Vous savez, parce qu'on n'a pas voulu mettre fin à la saignée. Parce que, vous savez, jusqu'en 2020 encore, Pascal Ironé Koupaki signait des communiqués pour dire qu'on ne veut pas de posters, d'affiches à l'effigie de Patrice Talon. Il y en a dans la rue? Non, il n'y en a pas. Mais c'est pour dire qu'en fait, pourquoi on n'est pas d'accord, on a toujours eu les moyens de ne pas faire enfler ça. De 2016 à 2020, je vous dis 4 ans après, malgré le nombre de refus formels dans la presse, dans les communiqués, le chef de l'État n'aime pas le culte de la personnalité. 4 ans après, des gens ont joué encore à ce rôle et il n'a pas été d'un excès pour s'inspirer de rappeler qu'en fait le chef de l'État n'aime pas. Donc pour moi, si on n'aimait pas ces ballons d'essai à l'interprétation du Bokono du Tofa, à l'intervention de certains turiféraires du pouvoir sur certains plateaux, à la gloire ou au fanatisme de certains doyens qu'on ressuscite dans la presse. On n'a plus entendu parler d'eux depuis quelques mois. C'est leur façon de revenir devant l'actualité de quelques années justement. Donc bref, si ça ne plaisait pas, ou si on n'était pas dérangé par ça, un peu comme les médias qui donnent la parole à Roundé ou je ne sais quoi, si ça, par contre, ça dérangeait, on aurait pris les dispositions pour ça. Parce que, écoutez, une chose est de dire, je ne veux pas, mais quand on n'a plus voulu entendre parler de mouvement OB 2026, on a pris les dispositions pour ça. Quand on n'a plus voulu... Non, je crois que c'est le mouvement lui-même qui a essayé d'arrêter ça. D'accord. Il n'y a pas eu un communiqué pour dire arrêter ça. Il n'y a rien eu. Quand on n'a pas voulu les effigies, quand on n'a pas voulu que les gens fassent la suscitation de candidature de Wadani, vous n'avez plus vu d'affiches ou de rencontres. Donc,
Si ça continue cette saignée, c'est parce que ça n'a pas encore dérangé au degré où ça va déranger. Dans des pays comme le nôtre, notamment en Afrique au sud du Sahara, pourquoi est-ce qu'on devrait s'accrocher fondamentalement à l'alternance, Franck, comme si c'était notre souffle de vie? Oui, c'est notre souffle de vie. Ah oui, l'alternance, c'est pas ça qui nous donne à manger. C'est ça qui donne à manger à la démocratie, c'est ça l'état de droit, et c'est ça qui permet de rendre dynamique la République. Tu fais ton tour, c'est comme un marché, tu vas, tu achètes ce que tu as acheté et tu te retournes, tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Nous avons conçu cela de commun accord. On ne s'est pas levé du jour au lendemain pour dire mais c'est comme ça, ça va se passer. Ce n'est pas une seule personne, c'est tous les Béninois. Et là, c'est à la conférence de 90 qu'on a affirmé ces principes-là. Et donc, on ne peut pas, en cours de chemin, on ne change pas les règles du jeu au cours du jeu. Et donc, on doit pouvoir respecter les normes que nous nous sommes données déjà en 90, où toutes les sensibilités de la nation étaient regroupées. Donc, si on en vient, et c'est une seule personne qui se réveille un matin, qui trouve qu'il faut balayer du revers de la main tout ce que nous avons pris du temps à construire, et au prix de lourds sacrifices, il a fallu que certaines personnes puissent ter leur ego, que certaines personnes puissent ter, disons, certaines velléités pour qu'on en arrive à ces normes que nous avons pu élaborer jusqu'aujourd'hui. Parce qu'en 90, dans cette salle-là de PLM à l'Edio, il suffisait d'une phrase et ça carburait. Et donc, on ne peut pas concevoir que des gens qui tiennent, en tout cas à la République, des gens qui tiennent à l'état de droit, au principe que nous sommes donnés en 90, qu'on vient le matin nous dire il faut laisser tout ça et qu'il faut réviser, il faut laisser les gens rester. Et puis c'est la nature humaine. Partout où il y a l'homme, vous allez voir, l'homme est changeant, un philosophe l'a dit, on est éternellement changeant. Et donc, c'est eux hier qui vont vous dire touche pas à ma constitution, peut-être. Aujourd'hui, ils vont vous dire il faut toucher suffisamment. Oui, c'est vraiment dommage. Ce n'est pas qu'on s'accroche forcément à une alternance. Il se trouve que c'est ce qu'on s'est donné comme principe, comme règle. Si cela devrait changer, alors allons alors vers, je ne sais pas, quelle rencontre à l'échelle nationale, et puis on change de cela et on informe nos concitoyens. Ce qui est sûr, certain, alors nous parlons, une bonne partie de nos populations sont dans le champ en train de travailler la terre et ne savent peut-être rien de ce que nous mettons dans alternance ou dans ce qu'on appelle le troisième mandat. Toujours est-il qu'aujourd'hui, quand vous voyez un peu même à l'échelle internationale, des régimes où on observe régulièrement des changements de pouvoir selon les règles, selon les constitutions, opposent justement cette façon de faire au régime où on a affaire à une seule personne depuis je ne sais combien d'années. Et c'est parfois un exemple que cela, qu'on donne dans ce que, au moins dans ces pays, on a un système démocratique qui marche. Et c'est ce que nous aussi, nous avons choisi depuis 90 et nous essayons véritablement de faire ce chemin. Écoutez, aux États-Unis, Biden n'a peut-être pas démérité. Ce n'est pas parce que, comment on dit, il a manqué de faire, pas parce que son parti a manqué de gagner les élections, n'est-ce pas, que c'est la fin du monde. Voyez-vous, les Américains ont souhaité qu'il faut justement voir du côté des Républicains pour voir ce que ça va donner. À cause de son âge, on a estimé qu'il devrait aller se reposer. Encore qu'il tenait, il voulait y aller. On s'est rendu compte que finalement, il ne pouvait pas tenir. Et puis, on a trouvé, en leur sein, ils ont trouvé encore une autre personne, n'est-ce pas, qui a porté les idéaux du parti pour aller aux élections. Tant mieux, vous avez vu à l'investiture, voilà, ils étaient tous là, on a célébré, et puis la vie évolue. Si 4 ans après, les Américains décident autrement, mais nous, la vie va évoluer. Donc, je pense pense qu'il faut rester dans ce cadre. Mais nous, notre problème, c'est de nous développer, c'est d'avoir... c'est de résoudre les problèmes d'accès à l'eau potable, c'est de résoudre le problème des trois repas par jour. Oui, mais à quoi est-ce qu'il faut faire justement de l'alternance, un débat où on s'accroche et on s'énerve, on se chamaille, on se tape dessus chacun. Des Béninois ont bu l'eau courante avant Patrice Talon, en boiront davantage après Patrice Talon. Des Béninois ont eu des bitumes avant Boni Yayi, et après Boni Yayi, des Béninois ont eu des bitumes apparemment beaucoup plus beaux. Des Béninois ont eu de l'électricité avant Mathieu Kérékou, et bien après Mathieu Kérékou, on a encore accordé davantage de villes. Avant Soglo, les Béninois ont connu des routes,
Mais après Soglo, il y a eu mieux que Cité Ruigro, il y a eu mieux que les choses que Soglo a faites. En fait, les pavés. Les pavés, oui, d'autres ont fait des pavés qu'ils ont appelés même asphaltage ou je sais pas, des bitumes qu'ils ont appelés comme ça. C'est pour dire qu'en fait, non seulement nul n'est indispensable, mais nul n'a la science infuse et la gouvernance n'est pas incorporée dans l'ADN de quelqu'un. Ce n'est pas un héritage patrimonial. Il n'y a pas un sang dans lequel coulent les veines de la royauté, de la gouvernance. Ça n'existe que dans les monarchies. Il n'y a que les monarchies qui est le principe selon lequel une lignée à l'onction où des gens particuliers ont l'approbation divine d'avoir l'art et la manie, toutes les ondes pour diriger un État. Dans les républiques, on dit que tous participent de la souveraineté du peuple, donc à donner le pouvoir à un, et tous sont éligibles à avoir qualité de gouvernant. Maintenant, vous avez posé une question très intéressante. Pourquoi la question de l'alternance? Vous savez, chez nous, dans notre constitution, la règle que nous nous sommes fixés, le point de départ que nos pères ont donné à ce pays pour qu'on en soit là aujourd'hui et qu'on ne ressemble pas aux tyrannies qui sont à côté de nous ou à ces régimes despotiques que vous connaissez pour en arriver au chaos, la route que nous nous sommes donnée, la loi que nous nous sommes fixée, c'est que de notre constitution qui est en vigueur, s'il y a des éléments à ne jamais toucher, un d'entre eux s'appelle la durée du mandat présidentiel et son nombre, notamment le nombre. Notre constitution dit, à son article 34 aussi, que le Béninois que nous sommes, tous, nous sommes appelés à respecter l'ordre constitutionnel. Et cet ordre constitutionnel dit dans l'article 42 que de sa vie, personne ne fait plus de demande. Donc si des gens ont suffisamment inoculé le fanatisme de Patrice Talon, ils peuvent entrer en transe dans d'autres domaines. Mais les lois en vigueur en République du Bénin ne leur permettent pas. La transe, justement, ils ne permettent pas que la transe tombe. Une interprétation de la loi qui existe ou peut-être même à changer la loi qui existe. Non, il faut savoir de quel vaudou ou de quelle déité ou pour laquelle il faut entrer en transe. Parce qu'apparemment, celle qui vient là, ou celle dont le Aziza vient sur leur tête est persona non grata dans une république comme la nôtre. C'est quoi? C'est vous le prêtre Fa ou le prêtre non, j'étais prêtre aussi. De sa religion j'étais prêtre de devoir ma manière. Quelqu'un qui a des charges ecclésiastiques. Bon, on peut comprendre qu'il est en train de faire de la juxtaposition d'image et donc on le comprend. Mais Ulrich, ce serait quand même intéressant d'interroger notre passé et de voir si véritablement ce que nous avons comme tradition, conception du pouvoir, façon de gérer notre cité, si ça colle avec ce que nous appelons la République et que ça ne se comprend pas que à partir de cet héritage-là, justement, les gens pensent que quelqu'un qui arrive au pouvoir devrait s'éterniser jusqu'à sa mort. Trop d'ironie dans vos questions. Comment ça? Je voudrais... je voudrais vous répondre. Dites, mais pourquoi on s'accroche à l'alternance? Pourquoi? Oui, pourquoi? Non. Moi, je comprends pas. Je voudrais simplement vous répondre en vous disant simplement qu'il y a des nostalgiques de la royauté. Et ça, c'est vrai. On va pas leur en vouloir parce que c'est ça notre tradition, c'est ça notre histoire. On va leur en vouloir, d'autant plus que les normes ont changé. Et aujourd'hui, l'ancien royaume est devenu république. Et la république s'est dotée du test constitutionnel. Et par conséquent, l'on doit respecter ces tests dans les normes. Et ce qui me fait marrer, souvent quand j'entends ces histoires de troisième mandat et autres, tout ça, je revois un peu Kaj Jaspers qui dit que le bon sens est la chose la mieux partagée. S'il était béninois, ou s'il vivait dans notre période, qui vivait dans notre période, il dirait simplement, il y a une exception. Pourquoi? Vous voyez des gens, des sachants des sachants du droit, qui connaissent les tests, qui savent très bien que ici, les tests ont dit qu'il n'y aura pas un autre mandat à part les deux déjà consommés. Et ce sont ceux-là, des sachants de droit, qui se lèvent du jour au lendemain, qui estiment qu'il faut un troisième mandat. Et moi, ça me fait marrer parce que je me dis,
ce sont des ballons d'essai. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Ce sont des ballons d'essai. En ce sens que, je l'ai dit dans ma première intervention, il y a une personne qui a commencé par parler de troisième mandat dans ce pays. Des gens l'ont fustigé. Ils ont dit tout ce qu'ils voulaient. Oui, mais la Cour lui a donné raison. Non, mais attendez. Pas raison officiellement, mais la Cour a dit qu'il n'y a pas matière justement à s'inquiéter. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est avec l'onction et la bénédiction de ceux qui dirigent. Parce qu'au finish, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a créé une institution qu'il dirige aujourd'hui. C'est une manière de dire, ok, c'est bon, on te félicite pour ce que tu fais. Et aujourd'hui, pourquoi vous fustigez de constater, pourquoi vous fustigez aujourd'hui de constater que d'autres personnes lui emboîtent les pas en criant aussi qu'il faut aller au troisième mandat. Donc c'est pour faire comprendre simplement que quand nous sommes dans un régime où on connaît les tests et quand on parle, vous savez, les ballons sont en train d'évoluer. Avant, on parlait simplement d'une possibilité de troisième mandat. Mais aujourd'hui, on parle déjà d'une nouvelle république. Vous êtes suspicieux. Non, je ne suis pas suspicieux. Le ballon d'essai évolue parce qu'aujourd'hui, on vient maintenant à une nouvelle république. Et si éventuellement, nous voulons aller vers une nouvelle république, croyez-moi, on ira à une république et les opposants ne pourront rien faire parce qu'ils étaient justement au Parlement. On a révisé la Constitution. On ne va pas faire des a priori. Non, mais ce n'est pas des a priori. Nous analysons le contexte de façon scientifique. C'est vrai que la non-alternance, cela peut amener une certaine peur. Vous savez, je suppose même que nous sommes en face de quelqu'un que Dieu nous a donné avec sa providence et sa joie, avec toute l'intelligence du monde pour gouverner je ne sais combien d'années, puis tout ça. Et après, puisque lui non plus n'est pas éternel, on peut tomber sur un mauvais. Vous savez, et c'est pour ça qu'on s'est dit, le mieux, c'est de mettre tout le monde, on met une barre, on s'assure que tout le monde fait ce nombre de mandats, et on passe à autre chose. Parce que, entre celui qui va bien gouverner et celui qui va mal gouverner, on ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Donc, voyez-vous, donc c'est tellement délicat, c'est tellement délicat que on ne peut pas circonscrire ça à la personne de quelqu'un et estimer que, bon oui, aujourd'hui, nous sommes en face de quelqu'un de bien, on a trouvé notre chemin, et bon, et puis, donc, je pense que le plus important, c'est le moyen que la démocratie a trouvé pour pacifier tout le monde et permettre la bonne marche de la société. Justement, c'est la question que j'allais vous faire, justement. Il y a un philosophe qui dit que quand on dit religion à côté de moi, je cherche mon fusil. Alors, en Afrique au sud du Sahara, quand on dit élection, il faut aller chercher son fusil. Et dans ce contexte, justement, aller aux élections devient problématique. Est-ce qu'il ne faut pas carrément éviter d'aller aux élections, le temps de garder, de préserver certaines vies quand même, qu'on sacrifie à ça rendez-vous là, William? Nous, on a fait des élections sans fusil ici. Ah bon? Oui. Quand ça? Dans ce pays. Quand ça? Je ne sais pas, en 2011, je ne sais pas, malgré le chaos et combien ça nous a mis. Il y a quelqu'un qui ont pris de fusil. 2 secondes. En 2011, il y a quelqu'un qui est actuellement dans le gouvernement de Patrice Talon, qu'on a tabassé malgré qu'il avait son écharpe de député et qu'on a chargé rapidement, qu'on est allé présenter au procureur. Ce n'est pas un fusil. Oui. Ce n'est pas un fusil. Ah, donc on peut tabasser. Je ne parle pas de tabasser. Je ne parle pas de tabasser. On peut lui éviter ses coups. Oui. Et normalement, quand on a quitté ça en 2011, on ne devrait pas revenir à prendre fusil que nous avons vu dans des années qui ont suivi plus tard. On devrait faire plutôt la marche pour que plus personne ne soit inquiété quand on dit élection. Mais justement, on a reculé à propos de cela. Je n'ai pas envie de c'est un argument suffisant. Non. Quand on élit quelqu'un, j'espère que le même Aziza ne vous vient pas dans votre rôle d'équilibre du débat. Le Aziza pratique à cette nouvelle idéologie. Je ne sais pas ce qu'il appelle Aziza. Vite faire les rituels pour l'exorciser. Non, attendez. Il y a une chose. Si les gens sont nostalgiques, très passéistes, pensent que c'est iconoclaste que d'amener la République dans un territoire comme le nôtre, c'est simple. Ils trouvent un moyen pour qu'on ait une conférence nationale au cours de laquelle on dira le Bénin n'est plus une république, le Bénin devient une monarchie. Et parce que une monarchie à la manière des Daoméens ou je sais pas, de l'empire de Niki ou du royaume de Khogonou. Parce qu'en fait, partout au monde aujourd'hui, même dans les monarchies, les monarques ont un pouvoir moral. Le pouvoir politique est dévolu à des gens qui se succèdent les uns après les autres, qui viennent les uns après les autres. Et l'alternance, le professeur Hulot dira que l'alternance est une des composantes tangibles de la démocratie. On ne peut
ne peut pas vouloir évaluer la démocratie sans y voir de l'alternance. Maintenant, pour ceux qui boivent mal leur bière et ça leur tombe sur l'ivresse de troisième mandat, j'ai envie de les renvoyer à notre Constitution. Vous savez, la loi de révision... Ils ne savent pas. Oui, ils savent très bien. Mais la Constitution est en français. Et je crois que quelqu'un qui a réussi son certificat d'études primaires, avec un peu de culture générale, peut s'en sortir à la lecture de la Constitution de la République du Bénin. Et que dire de sachant de droit? J'en sais rien. Bon, vous savez, dans ce pays, des gens ont jeté tout leur intellectualisme pour des postes politiques. Et ils sont capables de dire des choses qui... Justement, ce que je disais, justement, c'est quoi? Article 2 de la loi révisionniste. Ça nous situe. C'est la 90-32 du 11 décembre 90. C'est que modifié par la 2019 qui est en vigueur. Si les gens ont envie de faire créer une nouvelle constitution, qu'ils aillent dire à partir de ça, il est réformateur apparemment. Il va leur faire cette réforme pour qu'il y ait une nouvelle constitution. Sinon, pour le moment, c'est anticonstitutionnel d'essayer de soulever le débat d'un mandat troisième éventuel. Franck, au-delà peut-être de ces rendez-vous électoraux qui sont très dangereux et qui nous coûtent des vies humaines, il y a aussi que quand nous faisons l'alternance, on a remarqué que quand le nouveau président allait, il balaie tout ce que l'autre a fait. Donc il n'y a pas une sorte de continuité dans ce que nous faisons, de sorte à ce que nous sommes toujours dans un éternel recommencement. On ne va pas pourrir dans ça. Et c'est un argument suffisant pour que quelqu'un qui arrive au pouvoir soit maintenu le plus longtemps possible. Non, bien que votre préoccupation soit pertinente, elle n'a aucune pertinence. La parole. Non, je dis sa préoccupation, est-ce que je peux me permettre de la parole? Bien que votre préoccupation de voir un président qui vient, bien que votre préoccupation celle de voir un président qui arrive, voilà, il veut changer la règle du jeu. Il n'a pas compris. La pertinence de votre argument réside dans le fait qu'un président qui est nouvellement élu ne devrait pas balayer tout ce que son prédécesseur a fait. C'est en cela que je dis votre préoccupation, elle est pertinente. On ne devrait pas assister à un scénario où, lorsque vous êtes élu, l'autre qui vous a précédé n'a rien fait du tout. On va même jusqu'à dire que ce que vous avez fait, vous avez rattrapé plusieurs décennies que l'autre nous a perdu, et ainsi de suite. On devrait attacher la nouvelle conne à l'ancienne pour continuer l'œuvre dans la République. C'est en cela que votre préoccupation elle est pertinente. Maintenant, ça ne peut pas justifier le fait qu'on veuille laisser les élections, qu'on veuille laisser les consultations, le pouvoir qui est dévolu aux citoyens de pouvoir de confier une partie de ce qu'ils ont, la République leur a donné, de confier ça à un individu pour diriger l'État. Cela ne devrait pas justifier cela. Lorsque vous lisez la Constitution révisée de 2019, on a dit nul de sa vie ne peut briguer au-delà de plus de 2 mandats. Mais est-ce que moi j'ai porté des loupes pour lire cela, ou est-ce que je suis allé chercher des... Patrice Talon est dans une nouvelle vie depuis les Vaudons des... Non, moi je ça qui amène... Moi, je ne fais pas de la fixation sur Patrice Talon parce que à la fin du mandat de tous les présidents qui se sont succédés, il y a des gens qui ont des surdoués qui nous disent mais ces gens-là ils doivent rester surdoués en griffe dans leur façon de voir la chose, et donc qui sont plus intelligents que tous les Béninois qui trouvent qu'il faut maintenir ce président qui est en train de finir là au pouvoir, parce que justement ils utilisent leur pitance, ils trouvent des intérêts dans le régime qu'ils soutiennent et qui n'ont pas envie de voir partir. C'est dommage parce que ça va faire reculer la République. Autant laisser ranger tout ce que nous avons fait en 90 et dire mais bon, le Bénin appartient désormais à une seule personne, à un président qui est en fin de mandat, et donc on lui confie tout et puis on attend de voir qu'il décide de notre sort. Et donc, dans un État qui s'est construit pendant plusieurs années et qui fait sa marche vers le développement, on devrait permettre au peuple de désigner chaque fois quand l'heure arrive celui qui doit présider aux destinées de la nation. Il y a quelque chose de bien quand même dans cet exercice, parce que ça permet en même temps à des institutions de jouer leur rôle, de savoir justement que malgré tout ce qui peut se dire
différentes personnes ou le souhait d'un troisième mandat et puis tout ça, nous avons des institutions qui, quand on constate que cela prend de l'ampleur, on situe les responsabilités, on ramène tout le monde à la raison. Les institutions d'une autre façon oui, aussi. comme vous l'avez dit, c'est un débat qui revient après au niveau de tous les mandats, mais jamais un président n'est allé au-delà, justement, et ça, c'est la bonne nouvelle. Vous savez, c'est une pratique aussi dans nos démocraties qu'un président élu essaie justement de marquer sa présence en essayant de revoir un certain nombre de décisions peut-être prises par son prédécesseur. Vous savez, le même jour où Trump a été investi, il a pris combien de décrets pour balayer une bonne partie pour balayer à sa gauche encore pour balayer une bonne partie de ce que Biden a fait. Oui, mais vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui que les États-Unis sont tombés. Oui, mais on n'a pas l'impression qu'on avance non plus. Il faut peut-être voir, c'est peut-être une faiblesse aussi des démocraties. Vous savez, l'homme à qui on a confié le pouvoir, il se dit j'ai ma façon de voir les choses, c'est peut-être ce que j'ai promis à mes concitoyens et je dois les respecter. Il y a des choses que Donald Trump a promis pendant sa campagne. Il a dit que dès qu'il sera installé dans son bureau, voici les premiers décrets qu'il va signer, et il a fait. Et je suppose que cela, sans doute, a plu aux Américains. Bref, si dans les essais, 4 ans après, les Américains se rendaient compte en réalité, on s'était encore trompé de chemin. Ils l'ont fait avec Biden. Ils feront encore avec quelqu'un d'autre. Et la vie va évoluer. Maintenant, les décisions qui sont prises et qui ne sont pas dans le sens de la continuité, on peut toujours les ramener. C'est vrai qu'il y aura un retard, il y aura une grande confusion, mais après, ça fait partie aussi de la démocratie. Non. Et le riche, oui. Vous n'allez pas faire la galère, c'est clair. Le riche qui va prendre la parole. Et si Franck voulait prendre la parole, il aura encore. Alors, oui, vous savez, c'est assez inquiétant effectivement de constater que chaque président qui vient a tendance à balayer du revers de la main tout ce qui a été fait par ses prédécesseurs. Le plus important, c'est que chaque État a toujours sa ligne directrice. Une ligne directrice qui fait en réalité la somme des besoins en termes de développement du pays. Et quand les présidents viennent, les chefs d'État viennent, l'objectif, c'est vrai qu'ils veuillent bien imprimer leur marque, leur personnalité et leur touche personnelle. Et ça, c'est tout à fait normal. Quand quelqu'un vient, il a envie de donner sa marque à lui. Et ça, on ne peut pas en vouloir à un chef d'État de vouloir le faire. Mais le plus important, c'est de comprendre que à travers des lignes individuelles, à travers ce qui se fait, ce qui se dessine dans le feeling de la seule personne là, qu'on y voit le développement de la masse, qu'on y voit le besoin de la population, qu'on y voit ce dont les populations de Tchoumi-Tchoumi, de Karimama et consorts ont besoin. Donc c'est ça le plus important, parce que vous pouvez tracer votre ligne et estimer que l'ancien président ou votre prédécesseur ou vos prédécesseurs se sont plus attardés sur certains aspects de développement, et vous avez choisi d'autres aspects de développement. Cela ne veut pas nécessairement dire que vous balayez du revers de la main tout ce qui se fait. Et aucun président, soit-il ou est-il fait ne serait-ce que 5 ans, ne peut dire qu'il n'a rien fait. Et on ne peut pas établir le bilan d'un chef d'État en estimant que oui, il a fait un mandat, mais il n'y a rien eu. C'est faux. Il y a toujours eu un changement. Il y a toujours une amélioration. Et estimer qu'un président qui est venu, qui a fait son temps, qui n'a rien fait, et que c'est nous qui sommes venus, c'est nous qui avons tout fait. Moi, je pense que c'est un discours qui ne fédère pas les énergies autour de l'idéal de solidarité, et ce n'est pas toujours bien. Le plus important, tout de suite, c'est de comprendre que autant on a pris avec véhémence des décisions pour interdire le culte de la personnalité, autant je veux entendre le gouvernement ou des membres du gouvernement se lever et interdire ces discours de troisième mandat. Cela refusait qu'on tienne un débat sur le troisième mandat est vite venu. Je pense que à l'heure où nous parlons, la Constitution en l'état est claire là-dessus. À l'heure où nous parlons, ça peut changer demain, ça peut changer dans 3 jours, ça peut changer dans 1 mois, avec d'autres députés ou avec ceux-ci. Le plus important, à l'heure où nous sommes en train de parler ici, les tests sont assez précis. Ah oui, oui. Vous savez ce que la HAC a dit pour fermer Golf? La HAC a dit que ce que Golf a promu, qu'on n'a jamais su jusqu'à aujourd'hui, était anticonstitutionnel, le coup d'État. Ce que les gens racontent, de plateau en plateau les week-ends, là, ça aussi c'est anticonstitutionnel. Et la même HAC
qui a la facilité de faire mettre la clé sous le paillasson, doit avoir l'amabilité. Voilà une république dans laquelle les institutions fonctionnent au gré des humeurs et à la tête des clients. Vous exagérez. Je n'exagère pas. Vous exagérez. Parce que je n'ai pas fait l'effort de recherche qui suffit pour faire cette analyse à aller jusqu'à Kérékou, mais je sais comment la Cour Olo raisonnait. Quand on parlait au troisième mandat, une ministre a dit sur ce plateau, sur Zone Franche, que Yahi devrait être pérennisé. Vous savez comment la Cour Olo a réagi? Qu'on ne peut pas promouvoir des choses anticonstitutionnelles dans des médias, le dire. Ça n'intéresse pas les institutions en place aujourd'hui. J'aime bien la jurisprudence, le revirement de la Cour depuis l'époque Djobrenou, où on dit que c'est de l'élucubration intellectuelle. Bon, je paraphrase, c'est-à-dire les gens sont dans les spéculations, dans les vœux pieux. Au nom de la liberté de conscience, la liberté de religion, ça c'est intéressant. Mais j'ai envie que ces mêmes institutions aient le même raisonnement quand les médias sont bâillonnés, quand au nom de la liberté d'expression, on a envie de traiter la question terroriste, on a envie de traiter la question des partis politiques, des affaires, des scandales qui nous le régissent. Je n'aime pas, j'aime bien quand on adore l'espace de liberté, mais qu'en face d'autres clients, on aime bien le restreindre, ce même espace. Vous n'avez rien dit au sujet justement de ma pertinente question, à savoir que on a l'habitude et la tradition chez nous de faire élire des gens, et quand ils viennent au pouvoir, ils annulent pratiquement tout ce que leurs prédécesseurs ont fait. Cela ne justifie pas la pertinence d'une élection parce qu'on est là à tourner en rond. C'est une démagogie de populistes fanfarons, ce que vous venez de dire. Comment ça? Ceux qui ne vantent l'État qu'à leur arrivée ont oublié que c'est parce que l'État existait qu'il a organisé les élections et ils sont venus au pouvoir. Et ça, c'est ceux qui sont d'une bassesse politique qui tiennent ce discours. Dans de grandes républiques, comme le cas que Eric vient de vous citer, quand bien même on veut réinventer toute la roue, on est conscient que la roue a existé et qu'on n'invente pas mais qu'on réinvente. Et que le préfixe ré en français a un sens. Personne n'a dit qu'on veut inventer la roue, justement. Chacun vient avec son style, justement, puisque vous parlez de style. La route qu'on a construite, que mon prédécesseur a construite, bon, je viens, je la casse, et puis je reprends la manière, parce que bon, je réinvente. Mais il a fait une route. Mais il y a beaucoup de sous-compris dans cette histoire-là, comme ça, et notre République... C'est de la malgouvernance. Oui. C'est les cultures. Ça se passe c'est de l'inculture. C'est bon. Quand ça se passe chez nous, c'est de la malgouvernance. Non. Même aux États-Unis, oui, qu'un État soit parti à un accord, qu'en 4 ans, le même État s'en retire, le réintègre et s'en en ressorte. Écoutez les médias. C'est libre là-bas, c'est démocratique. Même là-bas, ça fait un débat. Même là-bas, on dit que c'est trop ping-pong pour ressembler à la grande Amérique. Donc, même là-bas, ça ne s'applaudit pas. Et il n'y a que les partisans de Trump, à la manière des gens en trans ici pour 3e mandat, qui sont en train d'applaudir bêtement et naïvement. 8h55 minutes, les gars. Merci beaucoup pour votre contribution. Est-ce que vous voulez nous donner un petit bonus? Vous voulez dire quoi encore que vous n'aviez pas dit depuis 8h15? Vive la constitution. Oui. Ou bien vous allez parler des guépards? Non. Des guépards. Je sais que là... On peut en parler demain. Oui, et j'aurai du mal à tenir le plateau parce que c'est que vos arguments ne seront pas aussi inspirés. Oui, nous on est des analystes politiques. Bonjour à Candy Kouneto, à Narcisse Alosset, Jules Cho, voilà, et à toute la clique. D'accord, c'est bon. Tu peux clôturer l'émission aussi. Merci d'avoir été là. Je vous suivez derrière moi la revue de presse. Moi, je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée. Bonjour et bienvenue dans ce point de l'actualité. À moins de 11 mois de la CAN Maroc 2025, les Guépards du Bénin sont fixés sur l'identité de leurs premiers adversaires. La cérémonie de tirage au sort pour la constitution des groupes de la 35e édition de la plus prestigieuse compétition de football du continent africain s'est tenue lundi 27 janvier 2025 au théâtre Mohamed V de Rabat. L'information est livrée par Matin Libre qui précise que le Bénin est logé dans le groupe D en compagnie du champion de la CAN 2021, le Sénégal, de la République démocratique du Congo et du Botswana. Les hommes de guerre Notre-Or font leur entrée en compétition le 22 décembre 2025 face à la RDC
sachant que le match inaugural opposera le Maroc et les Comores le 21 décembre au complexe sportif Prince Moulay Abdellah. Le quotidien ajoute que le champion en titre, la Côte d'Ivoire, figure dans le groupe F. Bataille de félins lance fraternité, excité par les futures retrouvailles entre guépards du Bénin, lions de la Teranga et léopards de la République démocratique du Congo dans le groupe D. Le journal Maison met en outre l'accent sur la première du Bénin avec le Botswana en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations et rapporte les réactions à chaud de Guy Notre et Aliou Cissé. Cette bataille de félins en perspective amène Info Matin à s'interroger. Les guépards peuvent-ils renouveler l'exploit de 2019? À 100 lieues des stades, la controverse sur la création d'une nouvelle république au Bénin prend une nouvelle dimension, le juge constitutionnel étant saisi. C'est du moins l'information qui fait la manchette du quotidien Le Matinal. Le canard de Charles Toko révèle que l'ancien ministre Christian Enoch Laïné a saisi le 27 janvier 2025 la Cour constitutionnelle d'une requête au fin d'avoir l'éclairage de la haute juridiction sur le sujet. Le requérant fonde ses appréhensions sur 3 faits majeurs. Le changement de l'agenda électoral lors de la présidentielle de 2021, suivi de l'absence d'une passation de service entre un président sortant et un président élu à la fin du mandat constitutionnel, le changement fondamental de la forme de l'institution présidentielle désormais structurée autour d'un président et d'un vice-président élu conjointement, comme ce fut le cas lors de la présidentielle de 2021, la modification de la durée du mandat des députés passée de 4 à 5 ans et l'application de cette disposition aux élections législatives de janvier 2023. Matin Libre semble résumer la requête de Christian Enoch Laïné en un questionnement unique. Talon éligible en 2026, la Cour invitée à trancher affiche le canard à sa manchette. En attendant que l'affaire ne soit débrouillée, Décryptage Info nous annonce que dans le cadre du renforcement de l'accès à l'eau potable en milieu rural, Cotonou bénéficie d'un appui financier de la Banque africaine de développement à hauteur de 77,86 milliards de francs CFA. Ce financement est précisément destiné à la mise en œuvre du programme de sécurisation de l'eau potable pour la résilience en milieu rural, PROSER-MR. Parlons justice à présent avec Fraternité, qui évoque un nouveau report du procès Steve Amoussou au 10 mars 2025. L'audience ouverte à 13h40 ce lundi 27 janvier 2025 a rapidement tourné au conflit verbal entre la défense et le ministère public. Le président de la Cour avait entamé la lecture de messages attribués à l'accusé datant de janvier 2020. Ces publications mettaient en cause l'armée béninoise, l'accusant d'avoir ouvert le feu sur des civils à Savé lors de troubles sociaux, relate le quotidien de Ménontin. Cependant, Steve Amoussou n'a pas pu répondre à ces accusations, son avocat, maître Julien Tobadja, étant intervenu pour contester la légalité de la procédure. Pendant ce temps, la situation à Minova au sud et à Goma au nord du Kivu, des territoires en proie à des exactions en République démocratique du Congo, va de Caraïbes dans Silla. Selon un rapport fait par Le Matinal, préoccupé, le gouvernement béninois, à travers le ministère des Affaires étrangères, par un communiqué publié dimanche 26 janvier 2025, a exhorté toutes les parties impliquées dans ce conflit à faire preuve de retenue et à privilégier des solutions pacifiques et négociées. Terminons par cette peine d'emprisonnement de 2 ans ferme prononcée par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à l'encontre de 3 agents de la morgue du Centre national hospitalier Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Ils ont été reconnus coupables d'avoir pris de l'argent en vue de sortir un corps confisqué faisant l'objet d'une réquisition par les responsables du centre hospitalier après un service non payé. Fin de la revue de presse de ce mardi 28 janvier 2025.